Yeah, yeah, yeah! What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. C'est Jerry. J'espère que vous allez bien. Et oui, un nouveau podcast cette semaine. Yes sir. J'ai des excellentes nouvelles tout le monde. Encore des excellentes nouvelles. On est très contents. Pour tous ceux qui attendaient le Patreon, c'est enfin... ça marche enfin, tabarnak. Je suis vraiment content. Pour vrai, il est enfin arrivé. C'est patreon.com/ WhatsApp Podcast en un mot. Moi, sûrement le mettre genre comme soit ici ou là. En tout cas, je sais pas, peu importe l'endroit. Là. Et je suis super content. Hey, j'ai gossé longtemps tout à l'heure, et j'ai pété. J'ai perdu patience. J'ai perdu patience. Fait que j'ai rasé de crisser mon ordi au bout de mes bras. Fait que avant de faire ça, j'ai été voir mon gérant. J'ai fait hey gars, occupe-toi-en. Puis c'est lui qui s'en occupé. Et ça marche maintenant. Fait que ça marche. Je suis très content. Ça va marcher un peu comme sous-écoute. Tu sais, je me suis pas vraiment cassé la tête. Tu sais, tout le monde fonctionne un peu de cette façon-là. Et je trouve que c'est une bonne technique, fait que on va suivre ça. Fait que c'est ça, c'est 2$ par mois pour la version audio, 3$ pour audio et vidéo. Puis pour 25$ par mois, tu vas pouvoir avoir... mettre ton nom à la fin du générique. Même esti d'affaires, tu peux crisser n'importe quelle niaiserie dessus. Puis en plus, il va y avoir tout le temps, une fois par mois, ça va être des différentes bébelles, ok? Je vais vous donner ça. Ça va être soit des calendriers avec moi, avec des photos de moi thématiques qui est défoncé ben raide. Puis c'est pas des shooting photos, là. C'est vraiment des vraies photos de moi qui étaient pass out un moment donné, puis chaque photo a rapport avec un thème du mois. Fait que soit ça, ou sinon ça va être des affiches, des collants, des porte-clés can opener, là. Ça va être des affaires de même en plus, c'est ça. Puis ça va être 25$ par mois en plus. Ça va être direct ça. Fait que pour le Patreon, c'est ça. Je suis super content. C'est ça, vous pouvez vous abonner. Là, ça va être une première. Fait que j'espère que tout va bien aller. Mais ou sinon, au pire, écrivez-moi. Puis c'est ça. Ou sinon, c'est ça, il y a ma tournée Blackout qui s'en vient. Ma tournée Blackout s'en vient bientôt. On a les dates qui sont sorties. Les billets sont en vente. C'est 15$ en pré-vente, 20$ à la porte, OK? Et ça commence à bien se vendre, fait que je suis super content. C'est tout durant le mois de septembre, OK? C'est le 7, le 7 à Montréal, chez Lozo. Le 8, c'est à Sherbrooke, au Boc et Bière. Le 10, à Lavaltrie, au Café Culturel de la Chasse-Galerie. J'ai tout le temps de la misère à le dire. Le 12, c'est à Québec, à la Source de la Martinière. J'ai bien aimé ça la dernière fois. On a décidé d'y retourner. Le 14, c'est à Rimouski. C'est la Petite Grenouille, je crois. Le 21 à Beauharnois, au Vieux Beauharnois. Le 22, c'est au Petit Canot à Gatineau. Le 28 à Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup à la Petite Grenouille. Puis je suis désolé, puis on a eu un fuck avec Bécomo. Ouais, finalement, ça ira pour une autre fois, Bécomo. Il y a eu un problème avec l'horaire. Il y a eu une erreur là-dedans. Fait que je suis bien désolé, mais je vais m'en revenir une autre fois. Bécomo, je ne les ai pas oubliés. Et juste pour vous dire, pour ceux qui veulent assister au WhatsApp Podcast Live, on va avoir plusieurs invités. J'ai une gang de chums qui viennent. Il va y avoir Jean-François Mercier aussi qui va être là. Et les Pic-Bois aussi vont être là. Ça va être ces lives durant le Festival d'humour d'Alma. Fait que le monde du Saguenay-Lac-Saint-Jean, venez checker ça. Je pense que c'est gratuit. Je suis pas sûr, là, mais en tout cas, c'est un 5-7 au Lion Bleu à Alma. Puis c'est ça, c'est moi je vais recevoir des humoristes, puis on fait un WhatsApp Podcast live. Et juste vous dire que ça va être la dernière fois que je fais ça live, OK? Parce que j'aime vraiment pas ça. Mais c'est pas que j'aime pas ça, j'aime ça, c'est que j'enlève tout le temps l'ambiance que j'ai réussi à avoir ici. Je trouve jamais que ça donne la même affaire que quand c'est ici. Fait que j'aime mieux. Puis en plus, je trouve que ça donne une version cheap de sous-écoute. Fait que c'est pour ça que j'aime mieux. J'aime mieux que quand c'est fait chez nous, puis en one-on-one, puis j'aime bien ça. Fait que venez checker ça.
Puis ou sinon, je suis en train d'écrire un nouveau show. J'ai bien vite fini avec mes hosties de plug, OK? J'ai bientôt un nouveau show, OK? Je vais louer le Club Soda, puis je vais faire mon nouveau spectacle que je suis en train d'écrire qui commence de plus en plus à se concrétiser, OK? Puis ça va être en l'entour du 13 mars 2019, parce que ça, c'est ma fête. Fait que ça va être soit la date avant, soit celle-là, ou l'autre après. OK? Fait le 12, 13 ou le 14 mars 2019. Ça va être une de ces 3 dates-là. Je vais faire un nouveau show. Je vais louer ça pour ma fête. Puis on va se faire un tabarnak de party, tout le monde. Fait que c'est ça. Fait que merci beaucoup, tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir que vous embarquez là-dedans. Là, cette semaine, on en reçoit... c'est c'est Ogden. Ogden. C'est Ridjanovic, c'est ça, si je pense que hey, sorry bro d'avoir massacré ton nom de même. C'est Robert, a.k.a. Robert Nelson, un des membres du groupe d'À la Claire ensemble. J'étais super content de le recevoir. Le gars, il est tellement fucking chill, c'est tout le long, gros sourire, les yeux, il était dedans au bout, puis il s'est tellement laissé aller, il a tellement embarqué dans le concept, et il était vraiment cool. On a parlé de leur tournée en France, de comment que le band a explosé avec la toune Tu pensais que c'était, mais c'est pas ça que c'était. Et on a aussi parlé du Punch Club, man, parce que lui, c'est un des cofondateurs du Punch Club. En tout cas, bref, ça a été vraiment un nice podcast. Merci tout le monde d'écouter, merci tout le monde d'encourager. N'oubliez pas, encourager le Patreon, c'est patreon.com/WhatsApp-podcast. Écris tout ça en un. Il n'y a pas d'apostrophe. Fuck all de ça. Tout ça est collé. Puis bref, merci, guys. Passez une excellente semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao. Avec toi, on va utiliser beaucoup de mots que j'utilise pas. C'est parfait ça? Ah oui, c'est ça, formel, là. Ben oui, ce fameux mot. Ce fameux mot. Hein? La forme. La forme, ouais. Ouais, ça, fait que ça va bien, là, man, t'es... moi, je suis dans mon élément rêve. Dans ton élément. Tout à fait. Moi, qu'est-ce que j'aime avec les pâtettes? Parce que moi, tout, je fumais beaucoup dans le temps. Puis qu'est-ce que j'aime bien de ça? C'est qu'avec un pâtette, t'as tout le temps plein de sujets de conversation parce que ça fait juste ça, écouter des documentaires, des affaires genre, tu sais, comme le DMT, là. Ouais, ben oui. Tu sais, moi, tu croises quelqu'un dans la rue, tu peux pas y parler de DMT comme tu y parlerais de la température. Dans la plupart du monde, je pense qu'ils savent même pas c'est quoi. Puis, ouais, c'est ça. C'est vrai que moi, je pense que quand j'ai commencé à fumer du buzz quand j'étais petit, c'est une des choses qui m'a attiré. L'idée que clairement, il y avait une corrélation entre être une gang de personnes qui vont deep dans des sujets intéressants puis un petit peu nouveaux, puis le fait qu'on a fumé un spliff, tu sais, puis tu peux le faire sans ça, clairement. Mais ça, je pense que c'est un des bons côtés, un des bons stéréotypes des poteux, c'est peut-être ça, hein, ben oui. Qui s'intéressent à ces choses pour le fun, en fait, pour le divertissement. Yeah. Ouais, j'aime bien ça. Ça me fait chier de plus fumer du pot, par exemple. Mais toi, qu'est-ce qui t'a amené à fumer puis ensuite à plus fumer? J'ai commencé, moi, tout bien jeune. Là, toi, tu disais 12 ans tout à l'heure, je pense. Ben, secondaire 1, 2, c'était mes premiers spliffs. Ça. Puis après ça a enchaîné assez vite sur le chronic smoking à l'école. Moi, secondaire 1, je faisais à croire à tout le monde que je fumais. Tu sais, genre, je faisais... je voulais être cool, tu sais. Puis là, quand j'ai réellement fumé... Là, j'aimais vraiment ça. Je trouvais ça cool, c'était le fun. Mais rapidement, j'ai commencé à battre triper. Puis là, des fois, c'était comme aléatoire. Tu sais, soit j'aimais bien ça, ou soit que je remettais ma vie en question, là, tu sais. Puis peu à peu, je sais pas, j'ai juste découvert l'alcool, puis j'ai fait... Là, j'aime ça. Ça me parle plus. Moi, il y a beaucoup de monde qui me raconte un truc comme ça, puis je pense que il faut souligner définitivement le fait qu'il y a du monde qui spontanément sont plus compatibles ou aiment plus le buzz de l'alcool over quelque chose d'autre, dans le cas du herb.
je lève mon chapeau à ceux qui trouvent que le meilleur buzz, c'est d'être constamment à jeun. Ouais. Je pense que c'est à la fois un privilège et un défi, là, ceux qui le font. Mais par rapport aux herbs, c'est que je pense que, tu sais, pas tous les cannabis sont égaux, tu sais, même pas, Ouais, pas toutes les qualités, pas tous les strains. Puis comme les gens souvent s'imaginent, quand ils connaissent pas beaucoup, que leur expérience est limitée, que ben, le cannabis, ça t'affecte toujours d'une façon. Tu sais. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est comme une déformation par rapport à l'alcool, au sens où tout le monde a déjà dit, ben, tu sais, quand tu bois du vin, t'es peut-être un petit peu chaud d'une façon différente que quand t'as fait une brosse juste à la bière ou à l'alcool fort. Puis je pense que ces nuances-là existent aussi. Moi, je les connais moins bien parce que je suis pas un gros buveur. Mais dans le cas du cannabis, quand tu t'adresses à du monde qui savent vraiment ce qu'ils fument puis pourquoi ils les fument, il y a des différences massives, là, tu sais. Fait que, mettons, dans le cas des jeunes qui, à cause de la prohibition, à cause de l'état du marché illégal, ils peuvent juste se ramasser à fumer un peu n'importe quoi sans savoir c'est quoi. Ben, c'est ça. À un moment donné, tu te ramasses à fumer de la vraie dompe, là, puis là, ça te fait un effet qui est pas désirable à aucun niveau, là, même pas pour triper puis se faire du fun. Puis après ça, tu peux sortir de cette expérience-là en disant, ben, c'est pas pour moi. Puis t'as peut-être raison dans la mesure où, genre, tu dis, ben, j'ai pas de façon de m'assurer de la provenance, de la qualité, etc. Puis moi, c'est pour ça que de facto, je suis vraiment down avec la légalisation du cannabis. Ah ouais. Moi, c'est la raison pourquoi je fais plus de coke. J'aimais ça en tabarnak faire de la coke, mon gars. Mais j'ai tellement peur de pogner du fentanyl que je fais hey, fuck that. Ben, je veux pas crever ça non plus. C'est réel. Moi, la seule drogue que je connais bien, c'est le cannabis, honnêtement. Ouais. Mais tu sais, quand tu checkes aller... Puis c'est naturel en même temps. C'est une plante... tu sais, t'es même pas obligé de foutre du chimique dedans. Il y en a qui mettent plusieurs types d'engrais pour faire booster la plante. Là, mais t'es même pas obligé. Là, tu peux juste en faire pousser une, avoir un buzz correct, puis... Ah, et puis les gens seraient surpris, là, tu vas voir ce que Strain Hunters, ils font sur YouTube, là. C'est des gars qui ont des compagnies de génétique de cannabis, puis ils partent à des endroits dans le monde à la recherche des land race, c'est-à-dire des sortes de cannabis qui poussent de façon indigène à des endroits depuis très longtemps, puis qu'il y a comme une intervention humaine, tu sais, clairement, mais tu sais, c'est limité, c'est vraiment le même plan qui est là depuis longtemps, puis ils vont, par exemple, en Inde, puis en Jamaïque, puis ils vont dans la montagne, puis ils vont à des places où le herb, il pousse tout seul, naturellement, là, puis les pourcentages de THC sont hors de contrôle, là, tu sais, c'est quand les conditions de la plante sont bonnes pour elle, elle va s'épanouir, puis comme, former l'huile, former toutes les choses qu'une plante fait quand elle va bien, là, tu sais. Avec du chanvre, là, tu peux faire du linge, tu peux faire de la bouffe, tu peux... il y a un esti de bon matériel de construction qui est fait en chanvre. C'est genre du béton de chanvre, là. Ouais, tu peux isoler des piaux. Tu peux pas... Ça part pas en feu. Puis c'est super... ça garde l'humidité, fait que c'est comme parfait. Ça fait des années, il faisait des toiles, je pense que c'était les toiles ou les cordes des navires de bateaux. Ben oui, c'est ça, c'est ça, il faisait des cordes de bateaux en change. Ça fait longtemps. L'affaire des Américains, la déclaration indépendante est faite sur du papier de chanvre. Tu sais, ce qu'il cave, t'as le choix entre, ça te prend des années faire pousser un arbre, puis là, tu sais, c'est comme, faire du papier avec des arbres versus du chanvre qui pousse tellement rapidement un peu n'importe où que, tu sais, ça a besoin d'être une mauvaise herbe qu'un arbre, là, tu sais. Ça. Puis, il y a beaucoup de gens, là, puis moi, je suis d'accord, je connais pas tant que ça en détail cette histoire-là, mais ça me semble évident, là, tu sais, que c'est le lobbying anti-chanvre par rapport à toutes ces applications dans toutes les industries qui a amené le monde à surfer sur comme le fait que le cannabis c'est une drogue pour comme exclure le chanvre du marché, tu sais. Puis aujourd'hui, on le voit, là, tu sais, il y a des producteurs de chanvre. Le chanvre a des usages industriels, etc. C'est légal, mais il y a toute une espèce de combinaison de stéréotypes, puis d'ignorance, puis de législation bizarre qui font en sorte que cette plante-là, elle pourrait, comme, d'un point de vue écologique, être utilisée, là, puis upgrade là, la société là, économique, etc. Puis, du moins au Canada, le fait que le cannabis va être légal, j'imagine ça va ouvrir les portes à plus de gossettes là, par rapport à ça. Parce que j'espère, man. Moi, j'avais fait pousser du pot chez nous à m'emmener. C'était une plante afghane. Puis, elle était rendue à 7 pieds de haut. 7 pieds? Ouais, fallait que je la fasse avec des cordes. Je la tête après la clôture parce que elle était trop grosse. Au début, je faisais rien que mettre comme mon barbecue en avant pour la cacher. Mais là, 7 pieds,
C'était immense, cette affaire-là. J'ai sorti, genre, puis j'ai rien mis dedans pour la faire booster ou rien de ça. C'est juste la façon que c'était placé chez nous. Le soleil était genre quasiment 12 heures de temps sur la plante. Fait, puis j'avais rien que besoin de mettre de l'eau. T'as-tu fait de la bonne cocotte? Ouais, mais tabarnak, fallait que je donne la moitié à un de mes chums. Fait que ça m'a fait bien chier. Là. Mais c'était de c'est fait pour partager, bon. c'est chill? Non, c'est parce que lui m'avait donné le plan. OK. Fait que c'était le deal de Hey gars, t'as fait qui était un très mauvais deal en passant, là, tout le monde. Là. Si on vous offre ce deal-là, c'est genre Hey, prends tous les risques, puis moi, je vais prendre la moitié de ton profit. T'sais, fait que c'est dans la tabarnak de merde. Mais ouais, j'avais sorti genre pas loin de ça. Je pense que c'était 1 livre, 3/4, 2 livres quasiment. Avec une plante, tabarnak. Ouais, tu peux faire beaucoup de choses avec quelques plantes. Puis ça va être. En tout cas, moi, je suis bien enthousiaste là, au sens que peu importe à quel point il y a bien des lacunes dans comment c'est fait présentement, surtout, moi, je trouve ça quand même capoté que là, Top Chrono, on est à 2 mois. Ouais. De... C'était déjà supposé être le mois passé. Puis il y a aucune. Tu sais, je fais juste me balader dans la vie, à être sur Internet, etc., à voir, tu sais, à être dans la rue, voir les publicités, tu sais, à la radio. Il y a pas de contenu réellement, là, genre, tu sais, par rapport à sensibiliser le monde par rapport à ça va être quoi le cannabis, essayer de faire ça, avoir une approche pédagogique, parce qu'en ce moment t'as juste de l'espèce de scare tactique de 2-3 pubs à la TV qui essaient de faire peur au monde là, qui sursimplifie. Ou du monde mal intentionné. Exactement. Comme le petit journaliste de cul. Oui, du monde qui connaissent rien en plus puis qui font juste du fear-mongering. Puis après ça, tu vas avoir des personnes qui vont débarquer à la SQDC, acheter du cannabis très fort, là, oui, naturel, etc., mais comme, oui, si t'es pas habitué de fumer, puis c'est légal, puis maintenant que c'est légal, tu y vas, puis tu dis, bah, OK, je vais essayer, c'est quoi? Puis tu t'en vas, tu t'achètes ça, tu sais pas trop c'est quoi, ils t'ont pas bien informé, je sais pas. J'espère qu'il va y avoir des bons employés, justement. Ben, je l'espère aussi. Moi, c'est vrai qu'il va y avoir toute une adaptation à se faire, parce que sinon, cette personne-là, justement, qui fume de quoi de fucking fort. Là. Puis là, après ça, elle fait « Moi, là, il fumait une fois! » Puis là, ils vont faire 85 000 entrevues avec cette personne-là. La seule personne, puis là, t'as toi à côté qui est comme « Ben ouais, merde, y'a pas de problème! » Elle se dit « Tu sais, genre... » Non, mais c'est ça. Puis après ça, ce serait le même principe que... Imagine que l'alcool est illégal depuis toujours, là. Tu sais, que les gens connaissent pas grand-chose à l'alcool. Puis là, c'est illégal du jour au lendemain, là, tu sais. Puis là, tu t'en vas te péter de l'absinthe. Exactement. Puis là, t'es comme, ça a l'air nice, ça, cet alcool-là, il goûte ci, il goûte ça, il goûte les fruits, etc. Puis là, tu pars avec ça, tu sais pas quel dosage faire, tu sais pas trop ce que ça veut dire, 40% d'alcool versus 12% d'alcool. Tu sais pas la quantité à prendre selon le pourcentage. C'est pas la vitesse à laquelle faire les trucs. T'sais. Plein d'affaires qu'on connaît tous pour l'alcool, même si on boit ou pas, puis qu'on prend pour acquis. Tu sais qu'un verre de vin, tu têtes ça pendant un petit moment, t'es pas supposé juste comme tout le monde qui le font, on s'en fout, là, mais genre une genre de culture générale que même chez les potheads, c'est pas très répandu. Là. Moi, j'ai été longtemps à fumer de cannabis ignorant, c'est-à-dire je savais même pas que c'était une fleur, je savais pas les différences. Indica, sativa, j'avais aucune idée de ce que je fumais, etc. Fait t'es comme quand t'es dans cet état-là, la triste réalité, c'est que si t'en consommes beaucoup puis souvent, t'es de facto dans une approche de toxicomanie, parce que tu peux pas avoir un penchant médical ou un penchant genre je me fais une stratégie de consommation intelligente si tu sais même pas ce que tu fais. Mais moi, j'ai pas hâte au pub cheap. Il y a du alcool, du pot, là. C'est parti, là. Non. Calice. As-tu vu celle-là où... moi, j'ai... c'est une fille qui s'apprête à allumer un spliff. Puis là, j'imagine que c'est son chum. En tout cas, il y a un gars qui est assis à côté. Oui. Puis il lui dit, genre, il lui donne des avertissements par rapport au cannabis. Il vient comme un robot, genre, là, quasiment. Là. Genre, je veux dire, dans le sens, c'est vraiment... Oui, c'est comme, tu réalises, il y a comme un moment il y a une ambiance un peu dramatique qui s'installe. Puis c'est ça. Il lui dit des trucs par rapport au cannabis. Ce qu'il dit, ça me dérange pas. C'est pas ça l'idée. C'est qu'il y a un certain ton dans l'ambiance, mais le plus capoté, c'est que ce qui est pas adressé, c'est que chaque personne dans le vidéo, dans le background, puis les deux personnes qui parlent, ont tous un drink dans les mains, tu sais. Puis c'est comme...
faisons l'inverse. Mettons, Ouais. genre, il y a quelqu'un dans le party, il y a une fille qui est là, elle s'apprête à se verser un drink, puis là, il y a un gars qui a un spliff allumé, genre, qui s'approche d'elle, puis qui dit hey, wow, attention, tu sais, l'alcool, c'est dangereux, tu sais. Ouais. Savais-tu X, Y, puis il dit des trucs réels sur l'alcool, ben correct. Genre, mais tout le monde en arrière est en train de se faire des plombs, man, en train de prendre des puffs de chewbang, quelqu'un est en train de rouler un spliff, mais puis c'est inadressé dans la pub, là, tu sais, c'est comme. Fait que on est à ce niveau-là, tu sais, c'est ça, c'est la situation à laquelle on fait face, que l'alcool, qui est une des drogues les plus puissantes out there, là, honnêtement, peu importe, là, même pas, sans juste la comparer au cannabis, globalement, l'alcool, c'est une drogue forte, là, c'est celle qui a la mince ligne grise, là, tu peux prendre quelques verres sans être affecté, mais les effets de l'alcool, lorsque intenses, sont comparables à des drogues très fortes, là, genre comme l'héroïne, genre? Ben, que ça te fait complètement déconnecter, tu peux en mourir, tu peux en faire une overdose assez facilement. J'ai essayé d'écrire à Éducalcool pour savoir combien de personnes étaient décédées d'une intoxication d'alcool. Tu sais, pas mort parce qu'il a conduit sous, pas parce qu'il s'est enfargé puis il est tombé à terre. Tu sais. Puis ils m'ont jamais répondu. Mais c'est parce que je serais curieux, tu sais, de le voir, ce serait quoi le chiffre, parce que moi, j'avais vu de quoi, comme l'année passée, il y a eu 354 personnes qui sont mortes dans leur bain. Puis genre... Juste en prenant un bain, là. Ouais. OK, juste... Genre, sont endormis. Les dangers de prendre un bain. Ouais, les dangers de prendre un bain. Tu sais, fait que c'est pour ça, des fois, je fais comme... Tu sais, si le chiffre, il est pas tant haut, il est plus bas que de prendre un bain, je fais comme... Ben, il y a ça par rapport au fait que... où le groupe, tu sais? T'as plus de chances de te faire frapper par un éclair que de mourir par une attaque terroriste. Ah ouais? Ben... Dans les chiffres absolus, là, c'est moi, tant qu'à moi, ça dépend où c'est que t'habites, là. Si t'habites, genre, à l'État islamique, ou islamiste. Islamique ou islamiste? L'État islamique. Islamique, c'est ça. Exact. Ça se dit? Oui. Mais si t'habites, si t'habites dans l'État islamique, mais t'habites sur une montagne, puis tu vas faire un tour là avec des morceaux de métal, ça se peut c'est ça, tout est relatif, hein? Chris, on sort Einstein. Tout est relatif. Ça, c'est sans aucun doute. Je crois fortement à cet énoncé-là. Bon, ben, je pense qu'on est prêt à starter ça, man. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, man. Je reçois mon nouvel invité, man. Super content de l'avoir. Un des membres de À la Claire Ensemble et cofondateur du Punch Club. Il y a sûr, Octane Ridjanovic, c'est ça? Yes. Hey, yes, sir. Octane Ridjanovic. J'ai dit Octane comme le style de boisson. Ben oui, c'est ça, exact. Ben, je rappe pour eux, non, c'est pas. Ou alias Robert Nelson. Nelson, ouais, président de la République libre du Bas-Canada. OK. Ça, c'est-tu inventé ou c'est... Oui, ben tout est inventé. Dans la mesure où tout est inventé, tout ça, aussi, c'est inventé. OK, parce que... Mais c'est vrai, je suis vraiment le président. Je suis vraiment le président de la République du Bas-Canada. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que le vrai est inventé aussi? On part dessus avec ça. Il y a une plaque. Tu sais, une plaque. Puis c'est écrit ça avec tout dessus qui est comme... Ben... Il y a la déclaration, tout le monde peut aller checker ça sur Google, marque Déclaration d'indépendance du Bas-Canada. Tu vas réellement voir, Robert Nelson en 1838 a fait la déclaration d'indépendance du Bas-Canada. Puis c'est pas toi, là. Ben moi, je suis comme un peu sa réincarnation, son avatar moderne. J'ai décidé de devenir Robert Nelson pour continuer son travail, en fait. Ramener ce personnage historique à l'avant-plan, parce que quand j'ai découvert c'était qui Robert Nelson, je me considérais quelqu'un qui avait déjà comme une base quand même correct en histoire du Québec. Puis il m'a frappé comme un personnage qui avait quand même eu un gros rôle symbolique dans l'histoire, puis que personne parle de lui. T'sais. Personne sait tant que ça nécessairement qui est Papineau. Genre, ils vont pas être capables de te décrire c'est quoi qu'il a fait exactement, mais tout le monde a entendu ce nom-là partout. Robert Nelson, il est responsable de la deuxième révolte des Patriotes, dans la même mesure où Papineau est responsable de la première révolte des Patriotes, puis personne fait « Ah ben oui, Nelson, Robert Nelson, le dos qu'il a fait. » Je pense que c'était Louis Riel. Pas Louis la deuxième révolte des Patriotes 1838, c'est Robert Nelson. Non, mais je veux dire la première. Non, c'est Papineau avec le grand frère de Robert Nelson, Wilfred Nelson. OK. Ils ont fouetté de la bonne boîte. Ouais. Puis le Bas-Canada, vous l'appelez ça de même pour... Ben, c'est qu'à l'époque, ça s'appelait comme ça. Ouais, c'est ça. Le Bas-Canada, fait que quand Robert Nelson, en 1838, a fait la déclaration d'indépendance en disant on crisse la reine dehors, puis on est juste une république libre, là, comme un peu à format des États-Unis, là, un peu. Ben, l'idée était que
c'est ça allait s'appeler le Bas-Canada, tout simplement. C'est-tu Fait que nous, on est en mode, ben, tu sais, la déclaration a été faite depuis 1838, tu sais. Tu peux opérer dans ton cerveau en te disant, ben, les Britanniques ont gagné la guerre contre ces patriotes-là, mais, admettons, moi, je considère que, ben, ouais, c'est réellement, en 1838, il y a eu une déclaration d'indépendance du Bas-Canada, puis dans ma tête, ça existe. Fait que c'est comme inventé, mais plus tu crois en quelque chose, plus ça existe. Ben oui. Puis, c'est-tu, mettons, pour genre vous différencier des autres groupes de musique, c'est vraiment des valeurs que vous incarnez, tu sais, justement, ça, de ramener ça à Robert Nelson ou la dépendance du Bas-Canada, tu sais? Ben, c'est vraiment comme une aventure, je dirais, de découverte, parce que, genre, quand on a commencé à la Claire ensemble, l'idée était de faire de la musique pour le fun, en se laissant complètement aller dans piger à gauche à droite dans le bagage culturel québécois, de genre aller pogner des vieilles expressions rurales, pas rurales, des trucs de la télé, on s'en fout, on fait juste jouer le plus possible avec le langage populaire, le joual, etc., même du franglais dans tout ça, évidemment. Puis le terme vague qu'on commençait à utiliser un peu plus pour parler de ça, c'était le post-rigodon. C'était comme un peu... comme on est en train de faire la musique traditionnelle du présent, mais du futur, entre guillemets, inspiré de comme un peu le passé aussi. Comment la bottine sur exact, là, puis la bolduc, des trucs comme ça. Fait que là, on sort ça en entrevue une couple de fois. On sort ça en entrevue une couple de fois, puis là, le monde sont comme, oh, OK, tu sais. On dirait que ça les a fait tout de suite nous catégoriser dans peut-être un offspring comme l'enfant idéologique de Loco Locas, ou je sais pas trop, tu sais. Beaucoup de monde nous disait, OK, ben, vous avez comme une revendication souverainiste. Assez rapidement, on était comme, OK, mais en dehors de nos revendications politiques personnelles, on a juste l'impression que ça n'a comme pas rapport. Là, on est juste, on parle zéro de ça sur État. On est juste en train de promouvoir un peu plus la culture. Puis juste la vivre sans nécessairement. Le joual. Sans la juger ou sans dire c'est bon ou mauvais. Juste parler de X, Y, Z, mais avec ce format de langage-là, qui nous amusait beaucoup. Puis, fait que pour résister un peu à ces questions un peu bizarres, puis au fait que ça menait des entrevues dans des zones qu'on trouvait un peu poches, qui n'avaient aucun rapport avec, on a l'impression d'être sorti d'une discussion politique puis qu'il n'y avait rien qui avait été dit à propos de la musique. On était comme what the fuck. Puis fait que là, l'idée du Bas-Canada, c'est apparu comme ça. C'était apparu comme une joke pour comme troller le monde un peu en entrevue, là, dire ben check, nous on vient d'un pays qui s'appelle le Bas-Canada. Ça a été déclaré indépendant en 1838. Le président, c'est Robert Nelson. Puis c'est ça qui se passe maintenant. Next question, let's go. Puis cette joke-là, cette métaphore-là, a comme un peu pris le dessus sur certains aspects, au sens où nous, on l'a trouvé tellement bonne qu'on a continué à l'utiliser, puis il y a du monde qui a embarqué, puis c'est genre devenu le logo du band. Là, aujourd'hui, la feuille du bas, c'est plus le logo dans la Claire qu'à la Claire ensemble. Okay. Fait que c'est ça. Mais ça vient exprimer un truc pour moi fondamentalement, c'est que il y a une spécificité culturelle au Québec, une façon de parler, une façon de produire de la culture, une façon de juste vivre la vie au quotidien en Amérique du Nord qui est propre au Québec. Puis je pense que ça existe, peu importe si t'es francophone, anglophone, immigrant, fils d'immigrant, québécois de souche, peu importe la combinaison. Si t'évolues au Québec, tu vas participer puis vivre dans cette spécificité québécoise. Puis je trouve que les termes qu'on utilise aujourd'hui pour parler de ça, c'est comme les mêmes qu'il y a que ça fait un bout de temps, puis il faut un peu update le lexique, si on veut. Là, puis je trouve que l'identité bas-canadienne, dans son inclusivité, me parle plus, puis parle plus, je pense, à une bonne partie des fans à la Claire que Québécois et Nouveau Québécois, par exemple. Mettons comme formule identitaire ou quelque chose comme ça. Puis que la République, c'est potentiellement un terme plus intéressant que la nation puis la souveraineté. Ouais. Puis ça, cette façon de rapper, là, tu sais, c'est cool en Christ. C'est vraiment... j'avais lu que c'est comme semi-improvisé. C'est comme il y a une base d'écrit puis vous vous laissez aller. C'est du cas par cas, tu sais, il y a des tunes que c'est clairement genre écrit de A à Z puis la virgule, etc. Puis d'autres fois c'est clair que ça je pense que c'est plus ça la méthode de la Claire, c'est carte blanche un peu totale, puis on verra après, tu sais, dans le studio tu peux tout faire, tu peux tout essayer, tu sais, puis il y a de la magie qui ressort de là, tu sais. Mais avec le temps, on a aussi développé un peu de patience un peu plus avec le temps, à moins juste se dire on sort
la première version d'une idée, puis on a commencé à retravailler un peu plus les trucs, mais on a toujours gardé l'idée de tu sais, qu'il y a la spontanéité d'un truc. Ouais, parce que ça, vous êtes, tu disais, vous êtes comme fan un de l'autre, genre, dans le groupe, vous faites vraiment confiance. Ben, c'est un peu, tu sais, il y a des bands qui naissent du fait qu'ils sont tous des musiciens qui commencent, puis ils commencent ensemble, puis ils grandissent ensemble à travers ça. Fait que, tu sais, c'est plus le band qui est né de leur expérience, comme ça. Nous, c'est vraiment comme, c'est un peu l'inverse. Chacun était en train de faire des trucs relativement sérieux, chacun de son bord. D'autres, moi, pas tant que ça. Moi, j'avais rien sorti publiquement, mais ça faisait 10 ans que je rappais, j'avais écrit plein de trucs, je freestallais en masse, dans des cyphers avec les gars. Les gars m'avaient vu aller, etc. Puis il y en a d'autres, comme les gars d'Acrophone, qui avaient en disqué, qui avaient sorti, avaient fait des tournées, des trucs comme ça. Mais on était les uns et les autres fans des projets qui existaient déjà. C'était dans ce sens. Puis il y avait Mauvaise Herbe qui avait déjà été comme un premier effort de réunir justement cette gang-là qui avait tous un peu des projets qui gravitaient les uns autour des autres. Ouais. Puis à la classe, ça a été comme c'est ça, un peu ça aussi, de se dire... On aime ça de chiller ensemble, on aime ce qu'on fait quand on se rejoint à un studio, on chill. C'est sûr qu'on va s'amuser à faire une tune. Qu'est-ce qui arrive après ça? Quand il y en a une quinzaine, on est arrivé à se dire, on sort ça sous le nom dans la classe ensemble. C'est un peu... OK, fait que c'est de même que le band s'est formé. Oui, exact. Il n'y avait pas de préméditation là, de créer un band, vraiment. C'était sortir des chums à base? Certains d'entre nous étaient des chums depuis longue date, en dehors même de la musique. D'autres se sont rencontrés à travers la musique, à travers les années, puis d'autres se sont rencontrés comme dans ce projet-là. Comme moi, je connaissais Ken Lo puis Eman surtout, puis en embarquant dans ces sessions de studio-là, je rencontre, admettons, Claude Bégin, puis je rencontre Maybe Watson, puis plus tard, quelques mois plus tard, on commence à faire des shows. Il y a V-Looper qui commence à faire le DJ pour nous, puis que rapidement, dans le fond, il intègre le band au lieu de juste dépanner pour une gig, etc. Fait que c'est comme, c'est toutes ces rencontres-là qui ont mené à la forme actuelle du band. Fait que c'est comme un collectif qui est devenu un groupe, parce qu'aujourd'hui, je pense pas qu'on est réellement un collectif. T'sais, oui, on fait tous des trucs en solo à part, mais le plan A, puis c'est à la claire ensemble. Là. C'est ça qu'on fait le plus. Puis c'est là-dedans qu'on met le plus de temps, puis qu'on tourne tous le plus, etc. Fait qu'on est un band, basically. Mais on est né de cet esprit de saltimbanque qui font un peu n'importe quoi. Penses-tu, c'est un avantage ou un désavantage d'être dans un groupe? T'sais? Est-ce que c'est comme, mettons, c'est plus dur pour les horaires ou pour créer ensemble, ou des fois, il y a des frictions entre membres, puis ça finit par se laisser ou... vous autres, comment qu'elle opère votre chimie? Moi, je comparais ça à comme des stratégies de survie dans la nature des animaux. Il y a des animaux qui décident d'avoir une stratégie très solo, puis ça fonctionne en titi. Le tigre, il roll solo, là, puis il fait son affaire, puis il est conscient de ce que ça l'implique de rouler tout seul. D'autres animaux, ils vont pour la collaboration, etc. Puis moi, je joue à un jeu des fois là, de me dire que les différents humains sont approximativement un profil psychologique animal. Ah, lui, c'est une baleine. Tu vois, lui, comment il opère, c'est clairement une baleine. Comme elle, c'est un loup, tu sais, whatever. Ça, c'est une idée de buzzer. C'est une idée de buzzer, oui, for sure, évidemment. Puis, comme l'idée de l'équipe vient avec ses avantages et ses inconvénients. Si t'aimes les avantages de rouler en équipe, puis tu trouves que les inconvénients, tu trouves que t'es capable de les gérer, moi, je trouve que c'est en général magique, parce qu'on est des êtres sociaux, les humains, fait que si t'es capable de mêler l'utile à l'agréable, moi, partir en tournée seul versus partir avec mes meilleurs potes, c'est sûr que genre, c'est bien plus le fun. C'est bien plus le fun. Puis les quelques frictions qu'il peut avoir avec le temps par la cohabitation, pour moi, il pèse rien en balance par rapport au chilling, fait que, mais je pense que les métabolismes sont différents, certaines personnes qui ont besoin de plus de calme, plus de contrôle peut-être sur aussi les différents éléments du processus créatif. Puis avec le temps, je pense pas que l'un ou l'autre est meilleur. Je vois du monde que je me dis peut-être il y aurait avantage à découvrir le travail d'équipe. Puis d'autres personnes, je me dis non, ça semble bien aller leur formule. Moi, j'aime vraiment le travail d'équipe. Ouais, c'est ça, puis, ça fait combien de temps à la Claire ensemble existe? On a sorti le premier record le 23 juin, donc à Saint-Jean 2010. OK. Ouais. Fait que, puis comme 2 années avant la sortie du record,
il y a comme des tunes qui ont commencé à être enregistrées, là. Fait que, tu sais, je dirais 2008, un peu la naissance des premières ébauches. Ouais. Puis vous autres, vous êtes fait connaître vraiment avec la toune. Tu pensais que c'était pas ça que c'était. Mais je pense qu'il y a un layer de la société qui a découvert ensemble comme un peu en bloc d'un coup avec ce qui s'est passé. Mais comment même ça en France. C'est ça. C'est cette tune-là qui a fait qu'il y a des choses qui se passent en Europe pour nous, grosso modo. Ouais. Puis c'est comme... Mais pour nous, c'est drôle parce que c'est une des tunes de notre 5e album. Tu sais, c'est comme... Ça faisait déjà un bout de temps qu'on vivait de ça. Tu sais, fait que c'est comme... vous viviez déjà de ça? Ben, que c'était notre occupation principale, au sens où c'est ça que c'était votre projet. Notre projet, puis notre rentrée économique numéro 1 en tant que même si on combine des affaires, puis on continue à le faire, ça reste, c'est notre job, faire la clé ensemble, tu sais. C'est une passion qui est devenue une job, effectivement. Puis, fait que ces rapports-là, puis j'imagine que d'autres bands doivent l'avoir vécu à un moment donné, tu sais, ce rapport-là, l'histoire du band versus un single, tu sais, versus c'est comme il y a du monde il y a du monde même pour nous c'est drôle là, qui décrivent le band comme hey, c'est ça que c'était, tu sais, c'est faire la claire ensemble, c'est parfait en même temps, c'est comme la tune que tu te ramasses à haïr le plus, mais en même temps c'est ça qui t'a le plus. Mais comme toi, je pense n'importe quel band, leur gros hit, s'il y en a un qui est vraiment plus un hit que tous les autres, ça fait tout le temps rappeler, tu l'as fait mais j'ai fait d'autres choses. Exactement. Puis souvent en plus ça risque d'être une des tunes un peu tata que t'as fait, tu sais, dans le sens que moi, je comprends ce qu'il y a de vraiment le fun dans ce jeu de mots-là. On l'aurait pas fait sinon, là. Mais tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai envie de dire, tu sais, ça, c'est comme c'est un layer ludique dans la classe ensemble. On peut aller vraiment plus deep que ça, même dans le jeu de mots, tu sais. Mais c'est cool, tu sais, le monde, ils embarquent collectivement sur un truc qui nous dépasse complètement maintenant. Là, c'est ça. C'est comme si c'était rendu plus gros que vous autres, parce que il y en a qui dit tout le temps ça, tu sais. Moi, mon chum, il arrête pas de dire ça. Aussitôt qu'il y a de quoi de malade, tu sais, je sais pas, on a fait un vidéoclip, une vidéo, puis il y en avait un qui s'avait éclaté une bière dans la tête, l'avait ouvert avec sa tête, puis là, t'es comme « Oh shit, tu pensais que ça que c'était ça? » Ça n'a même pas rapport, tu sais, l'autre n'a pas rapport pantoute. Mais c'est ça, c'est rendu une expression en soi, là, quasiment. Là, mais ça, j'aime ça, cette notion-là. On a une couple, tu sais, comme le Bas-Canada, le mince, justement, tu sais, des expressions comme ça, qu'à un moment donné, tu réalises que ça t'appartient plus, puis qu'il y a plus de monde presque ou pas, mais peu importe, qui utilise l'expression qui connaissent le band, admettons, tu sais. Puis moi, c'est mon fantasme. Moi, le jour où je rencontre quelqu'un qui m'appelle le mince, mais il a jamais entendu parler de la claire ensemble, je trouvais ça génial. Là, j'ai quelqu'un c'est un compliment. Quelqu'un qui a un drapeau du Bas-Canada sur son terrain, mais genre, s'il a jamais écouté une tune de mon band, c'est sûr que je vais trouver ça incroyable. Il va falloir commencer à me dire que ça commence à porter fruit. Comment vous avez vécu cette montée-là de... Tu sais, parce que je pense que c'est avec le vidéoclip que surtout vous avez fait. Ouais, ça a mis la tune sur la map bien. Ouais, c'est ça. Comment ça s'est passé, ça? Ben, l'album est sorti en septembre 2016. Puis c'est en novembre 2016, comme 2 mois après, que le clip est sorti. Il y avait déjà 2 clips qui étaient sortis pour 2 autres tunes. Fait que c'était pas non plus comme le single de l'album mis le plus de l'avant. C'était le 3e clip. Mais le clip en tant que tel avait un aspect, on le savait là, clairement pendant le tournage. Il y avait quelque chose de flamboyant puis d'ambitieux là, dans les moyens techniques même. C'est la première fois qu'on se retrouvait sur un tournage, je pense, avec cette ampleur-là. C'est très professionnel. C'est ça, puis aussi des formes de technologie que tu savais même pas qui existaient, là, des genres de trucs qui bougent la cam toujours de la même façon, fait que tu peux comme rajouter des éléments ou tu peux, en tout cas, on découvre plein d'affaires. Ça a-tu coûté bien cher à produire, ce vidéoclip-là? Oui, clairement. Je me souviens plus combien ça a coûté, mais clairement, dans des milliers? Ouais, c'est des milliers de dollars. Des dizaines de milliers? Non, je pense pas que c'est des dizaines. Non, c'est pas des dizaines de milliers, mais c'est des milliers de dollars. Ah ouais. Effectivement, j'aurais pu sortir le pas besoin, c'est vrai que je suis curieux. Ah oui, clairement. Puis la magie de ça, c'est qu'un clip... la magie c'est à la fois un bon et un mauvais côté de la chose là. C'est un même clip comme ça produit admettons aux États-Unis par le même clip, même concept là, produit par un gros artiste américain, ça aurait coûté probablement 100 000 et plus là. C'est juste que il y a comme une expertise au Québec qui se développe
autour de la capacité de faire des trucs qui look en tabarnak avec vraiment moins de moyens. Puis c'est des chums aussi. C'est des chums, puis tout le monde se fait, puis c'est comme ça que ça évolue dans le milieu. Tout le monde essaie aussi de se faire des cartes de visite qui sont intéressantes pour ensuite des projets plus lucratifs, tu sais. Mais il y a cette expertise-là qui existe au Québec, tu sais, vraiment, qui est pas sous-estimée, tu sais, c'est fou maintenant. Puis le dark side de ça, c'est que tu dis, ben, peut-être trop de monde à un moment donné tombe dans le jeu de genre se faire une belle carte de visite puis ils réussissent jamais finalement à avoir de quoi de lucratif, hein, puis t'as passé ta carrière à faire du bénévolat sur des sets, finalement t'as pas eu d'opportunité, c'est poche un peu aussi il y a toute cette réalité là, tu sais. Puis il y a beaucoup de monde qui veulent travailler en culture au Québec, il n'y a pas nécessairement tant que ça de façon de se mettre riche avec ça non plus. Fait que c'est aussi tout ça le backdrop devant lequel on est, c'est la spécificité de notre société, de notre culture. Puis vous autres, en le faisant à tourne, est-ce que vous saviez que ça allait cartonner, hein? Ah, trop bas. Ah ouais? Genre, c'est complètement... Vous autres, c'était une toune comme un autre. C'est une toune comme un autre. On savait qu'en show, probablement, que le monde allait ça allait être vraiment facile pour le monde d'embarquer dans le refrain. Puis chanter avec nous autres. Puis, c'est facile de se dire, ça va être une des tunes, le fun à faire en show, facile à faire en show, ça va lever facilement. Mais l'idée que le clip allait la faire lever, puis que le monde allait commencer à utiliser l'expression dans leur vie, etc. Donc, elle allait pogner cette ampleur. C'est ça. Je pense que rendu là, c'est plus à propos de la tune, c'est à propos de l'expression. Ça aurait pu être un autre beat, ça aurait pu être d'autres paroles dans les verses. C'est vraiment Ben, je pense que c'est peut-être un tout aussi. Excuse-moi. Tu sais, comme le beat, il est bon, il est attrayant. Le vidéoclip, il est captivant, tu sais. Plus les paroles qui t'embarquent. Fait que, je pense que c'est un tout en même temps. T'sais. Oui, puis je pense que c'est drôle, ça nous a pris du temps à le réaliser. Il y a beaucoup de monde que c'est la première fois qu'ils ont justement vu à la claire. Fait que c'est comme un peu... Ben moi, c'est le même que j'ai découvert. Tu sais, c'est bizarre le double jeu qui se joue dans la tête de quelqu'un qui vit dans le sens tu vois ton nom passer dans des articles, dans des médias, tu sais que tu as gagné tel prix, etc. Des fois, tu te dis... Des fois, tu imagines qu'il y a bien moins de monde qui savent... qu'est-ce que tu fais, puis des fois tu t'imagines qu'il y a bien plus de monde qui savent ce que tu fais, puis c'est un peu un mélange des deux, c'est fou, c'est comme j'imagine qu'il y a ça en humour aussi, tu sais, que quelqu'un qui roule sa bosse depuis un bout peut être surpris que il y a encore plus de personnes qui s'attendent, qui le connaissent, puis des fois le contraire. Tu sais, comme exemple Simon Gouache, tu sais, que lui, ça a tout le temps été... ça a tout le temps été un esti de beast en humour, tu sais... c'est l'humoriste des humoristes, tu sais. Puis il était pas tant connu. Puis là, à un moment donné, il a fait un numéro sur le CrossFit qui est devenu viral, qui a fait le tour du Québec, le tour du web. Puis là, maintenant, il y a qu'est-ce qu'il mérite, tu sais. Comment que nous, on le voit, ben là, le monde, là, c'est les spectateurs le voient aussi de même, tu sais. C'est fou, tu sais, comme... mais c'est qu'il méritait ça. Il était à peu près temps, tabarnak. Puis tu sais, comme tous les humoristes... on fait tout un peu de l'autoproduction. On est notre propre vendeur, là, tu sais. Puis il y en a beaucoup qui vont faire soit du web, tu sais, comme essayer de faire des gags avec un meme ou faire une vidéo, puis... tu sais, on le fait tout à notre façon, tu sais, de pouvoir se vendre notre propre marketing. Puis lui, il a jamais voulu embarquer là-dedans. Il a fait, moi, je m'en calais, je vais juste écrire les meilleurs gags, puis je vais essayer tout le temps de me surpasser en gags. Puis, c'est ça. Du scribe. C'est ça. Puis là, c'est un de ces gars-là, juste pour rire, qui a été comme fraudé, là, comme copié. Puis ils l'ont mis là-dessus. Mais lui, ça y a porté fruit. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé. Mais c'est fou quand même. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est toi, avec vous, avec votre groupe, est-ce que il y a eu une petite peur de hey, est-ce qu'on va être capable de topper cette chanson-là? Tu sais, genre une qui va pogner encore plus. Ben, je pense pas que c'est une peur, c'est plus un genre de constat de se dire, hey, tu sais, c'est comme t'approches l'idée de faire une tune qui pogne plus avec cette intention-là, c'est quasiment sûr que ça marchera pas, tu sais. Ouais. Faut comme un peu que tu reviennes dans la zone de la candeur, là, tu sais, de dire on fait de la musique pour le fun, puis maintenant on va tomber sur de quoi qui va marcher tout seul, mais en même temps, tu peux pas ignorer le fait que tu fais OK. Il y a ce type d'impact-là qui est généré par quand il y a une tune qui marche à ce point-là. Tu peux pas ignorer ça non plus. Tu le vois aller, pas nécessairement en retombée économique, mais juste en ce que ça génère dans le show. Là. À un moment donné, tu es sur scène depuis 1 heure,
tu peux pas le manquer, là, que les décibels montent d'un cran dans le crowd en Titi quand cette tune-là en back, parce que tout le monde la chante, tu sais. Mm-hmm. Au niveau de l'expérience, même humaine que le monde vit dans le spectacle, à ce moment-là, il y a quelque chose d'intéressant, tu sais, en dehors du réchauffé de la chose, là, tu sais, de faire la tune pour une 300e fois, X, Y, Z, tu sais. Mais il y a peut-être du monde que c'est la troisième fois qu'il l'avait, c'est encore spécial, tu sais, fait que c'est all good, c'est à propos de ça, tu sais, puis on essaie, je pense, de rester friand là, de cette zone-là. Mais non, je pense qu'on n'a pas peur, c'est plus on en rigole, tu sais. Tant mieux s'il n'y a aucune tune qui dépasse celle-là dans ce contexte-là, parce que It's All Good, cette tune-là est chill, puis tu pensais que c'est ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Ça résume un peu l'expérience de la vie humaine, là, tu sais. Fait que c'est correct. C'est ça qu'on retient, ça me convient, moi. Ouais, puis ça vous a amené à aller faire une tournée en France. Oui. Ben, deux tournées en France. Deux tournées, mais ça vous a fait découvrir en France. Puis comment ils vous ont reçu le public français? De façon... J'avais l'impression qu'on était comme juste dans une région du Québec, que c'est la première fois qu'on allait, puis qu'à cet endroit-là, le monde a un accent français. Tu sais, c'était comme un peu... Je m'attendais à bien plus de décalage culturel, autant dans la compréhension des lyrics que dans... Ben oui, c'est ça. Vous autres, c'est des expressions typiquement québécoises. Ben c'est ça, tu sais. Je veux dire, il y a du monde au Québec qui pige que dalle de ce qu'on dit, là, tu sais, on s'entend. Là. Fait que là, en plus de ça, en Europe, puis ça, je me disais, c'est comme un band qui parle anglais, basically, pour eux. Mais non, vraiment... Ils comprendraient quasiment plus anglais. Ils comprennent plus qu'on le pense, définitivement. Ouais. Puis c'est plus... Parfois, on est surpris qu'il y a certains mots qu'on s'attendait qu'ils comprennent, que ceux-là, ils les comprennent pas, ou ils les comprennent d'une façon différente qu'on se serait attendu. C'est plus cette zone-là que j'ai découvert. Mais c'est surprenant, même au niveau du body language, comment les gens se comportent dans les shows, à quel moment du show, à quelle tune ils font quoi. C'est vraiment comme chez nous. Là. Puis c'était un consensus au sein du band. Là. On était comme, hein, c'est fou. Là, ça ressemble vraiment. Puis on est peut-être rendu là en 2018 aussi, avec la culture de l'Internet en Occident, la jeunesse se ressemble quand même beaucoup, leurs référents culturels. Ils écoutent les mêmes bands, ils écoutent. Mais la culture du rap en France est aussi forte, là. Oui, puis est comme, je dirais, est installée de façon officielle là-bas. C'est pas comme au Québec, on se réveille tranquillement à la notion, certains d'entre nous, là, surtout certains médias plus vieux qui se réveillent au fait que le rap, c'est la musique dominante en ce moment dans le show business mondial, là, basically, avec la pop, ce qui est tout le temps là. Mais tu sais, le rap a remplacé le rock dans cette espèce, dans la case économique, là, tu sais, de la musique qui est quasiment rendue la pop sans être la pop, là. Ouais. Puis au Québec, on se réveille tranquillement là-dessus. La France le fait depuis un bout, là, tu sais, il y a une radio, il y a des avenues commerciales de développement de radio en France qui sont orientés vers le rap depuis longtemps. Il y a des gros shows, des grosses tournées, des artistes qui vivent de ça, plein de labels spécialisés. Puis les gens vont, tu sais, il y a des artistes qui vont à la télé, etc. Tu sais, c'est comme le rap au Québec, ça émerge d'un genre d'underground autosuffisant qui a comme grossi beaucoup avec les années sans qu'on s'y attarde tant que ça de l'extérieur. Puis là, c'est comme en train d'exploser. Tu sais, le monde réalise que ça se passe depuis un bout, là. Tu trouves-tu que, mettons, la radio traditionnelle comme ignore un peu le rap ou le hip-hop, le rap keb, dans le fond? Oui, mais complètement. C'est rendu là, je comprends même pas, parce que ils feraient du cash à orienter leur radio vers passer plus de rap. Ou juste une station, au pire. Mettons, quelqu'un débarque, là, il dit, mais moi, j'ai des millions de dollars là, à investir, là, puis c'est une bonne idée, une radio rap au Québec. Moi, je dirais, je pense, genre, écoute, je t'ai pas fait une étude de marché détaillée, mais j'ai vraiment l'impression que tu n'as pas de compétiteurs présentement, la jeunesse écoute rien que ça. C'est qui le cave, man? Comment ça? Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de faire ça? Moi, genre, je te dis, man, mais ça prend des moyens. Mais je te dis, il y a du monde là, que c'est ça qu'ils font dans la vie, là, partir des gros projets comme ça, puis genre s'intéresser à. Il y en a-tu? Il y a juste du cash à investir. Il y a du cash à investir, etc. Ouais. Puis il y a le personnel, l'expertise locale est complètement là pour ça. Puis c'est une façon aussi de faire shiner la culture québécoise, etc. Fait que moi, à ce stade-ci, je suis comme, c'est comme une opportunité ratée d'un point de vue business pour bien du monde qui sont dans le milieu de la radio commerciale.
c'est également, je pense, une genre de censure idéologique. Là. Ils aiment pas ça Ouais. au point où ils s'en crissent de pas faire du cash avec, puis ils préfèrent juste pas en passer, puis comme, je sais pas, ça me bug, parce que genre... Ouais. Tu sais, s'ils Ça, étaient c'est le quoi les moindrement raisons, cash-oriented, là, genre, Ouais. puis ce que je pense qu'ils sont, là, il me semble, tu te passes pas 2-3 questions, là, tu checkes tous les gros artistes rap au Québec, en ce moment, t'as l'autre des salles à billets, à guichets Ah ouais. fermés, tu sais, pour les lancements, les vidéos sur YouTube sont vues à des dizaines, des centaines de milliers, voire des millions de views, Mais c'était ouais. comme, vous êtes dans même veg de... Ouais. Tu sais, ils ont commencé, là, ils ont commencé tranquillement, il joue un morceau par-ci par-là, mais il y a personne qui est en train d'emboîter le pas de façon genre, OK, c'est ce qui se passe. Tu sais. On dirait que l'Internet est en train d'accélérer ce processus-là, là, tu sais, parce qu'il voit avec YouTube que Chris, il y a clairement une demande, puis que le monde va dans un spectacle, paye, se déplace pour ça. Tu sais. Ouais, puis le paradoxe, c'est que le monde qui roule vraiment beaucoup à la radio commerciale au Québec, c'est vraiment pas beaucoup d'entre eux qui ont une facilité à remplir des grosses salles de spectacle avec guichet fermé, là, vraiment pas. Puis c'est l'inverse dans certains cas. Il y a des artistes que c'est T'entends quasiment pas sûr parler. que c'est loadé, peu importe le show qu'ils font, mais ils jouent jamais à radio commerciale. Ouais. Fait que là, c'est comme... C'est Ouais, comme comme c'est weird, là. Soulja, tu sais. Soulja, man, ça peut avoir, là. Ça vend. Tu sais, moi, Ben oui, ça vend. je suis Soulja, pas c'est- tant que ça, mais tu sais, dis-toi, je suis pas tant que ça, puis j'entends parler de lui. Là, tu sais, Les puis- views qui pognent sur YouTube, Ouais, c'est le ça. nombre d'albums qu'il vend, ses shows sont remplis, etc. Mhm. Tu sais, selon tout ce qu'il fait, là, il est basically censuré là, par les appareils médiatiques du Québec Ouais. qui décident, j'imagine à cause de son contenu ou son image ou un amalgame de stéréotypes qu'on lui applique, que lui, man, il faut pas couvrir ce qu'il fait. Tu sais, man, t'as des artistes qui ont même pas un dixième des répercussions culturelles que lui entraîne, Ouais. qui sont documentés, puis qui genre, il y a plein de médias qui s'attardent à eux, etc. Rendu là, tu sais, ça en revient à dire qu'il y a une forme d'impertinence mélangée à une forme de censure Ouais. dans l'agenda de certains médiums de journalistes culturels. Tu sais, puis c'est dommage parce que, genre, un gars comme Soulja, man, tout le monde aurait avantage à savoir à quel point il y a du monde qui s'intéresse Ouais, à ce c'est qu'il fait. ça. Tu sais, c'est point barre, là. Fait que, genre, let's go, tu sais. Et puis, il y en a d'autres comme lui, là, tu sais. Fait que Toi, pourquoi tu penses qu'ils embarquent pas, eux autres? C'est parce que, tu sais, moi, j'ai reçu Phil Branch, ici, tu sais, puis animateur radio, puis il me disait que c'est parce qu'eux autres, ils ont un public cible en tête. C'est genre, Rouge FM, c'est Sylvie de 32 ans. Ouais, c'est ça. Puis, genre, Énergie, c'est genre Mario dans la construction de 40 ans, tu sais. Mais... Ben oui, je pense que c'est complètement réel, mais ils sont dans ce cas-là, ils pensent à moyen terme. Ils pensent pas tant que ça à long terme parce que au Ouais, lieu de c'est renouveler, ça. au lieu de se dire, ben notre clientèle, ça serait nice de la renouveler puis d'avoir aussi des jeunes, parce que le monde de 18-25 ans en ce moment, ben eux, dans 10 ans, c'est eux qui vont être dans leur char en train de chauffer, en train d'écouter de la Ouais. radio, tu sais. Fait que Puis si ils vont décrocher. ils vont de décrocher. ça, Ils auront comme juste moi, jamais tu sais. écouté la radio de leur C'est vie. ça. Là. Ils vont tout le temps rentrer dans le champ avec leur sel ou whatever. Ça va être Exact. quoi bientôt? Des podcasts, La des- chip dans la main qui vont se mettre en Bluetooth avec le char. Mais ils Ouais. vont pas aller syntoniser ton poste de radio puis aller attendre patiemment que la tune qu'ils veulent entendre joue. Là. Ça se Ouais. passera pas. Fait que si tu leur donnes pas non seulement le type de musique qu'ils veulent écouter, mais aussi avec un genre de contenu spécialisé qui offre un avantage comparatif à juste rocker ça sur Spotify dans ton char en Bluetooth, ben, il y a rien qui se donne au niveau du renouvellement de ta clientèle. Fait que soit ils le savent déjà, puis eux, ils sont en mode clé dans la porte dès qu'ils voient les profits baisser, ils vendent la compagnie, puis Joe baisse qu'ils cavent, soit c'est ça qu'ils vont faire, ou soit ils sont vraiment tata, puis ils réalisent pas ce qui va se passer. Là, les baby boomers seront pas toujours forever, Non. ni les X comme Ouais. la population la plus économiquement. Tu sais, à un moment donné, man, le monde, ça vieillit, ça meurt. Puis Ouais. les compagnies, ça peut durer plus longtemps qu'une génération de personnes si tu as cette vision-là. Si tu l'as pas puis tu t'en calisses, ben, too bad for you. Tu sais, rendu là, je dis juste, rendu comme ça, vous pourriez faire plus de cash, man, vous le faites pas pour une raison que je comprends pas tant que ça. Vous voulez pas choquer des petites madames, mais je pense pas qu'on va être choqués. Ouais, ouais. Ça leur dérange pas là, qu'il y ait du rap Ben, qui tu joue. sais, c'est ça. Ben, toi, tu sais,
votre musique, il y a rien de vulgaire dedans. Puis même s'il y avait de quoi de full vulgaire, il y a bien des affaires extra vulgaires qui jouent déjà à la radio commerciale, dans la pop, dans tout ce que tu veux. Ben, man, va lire les lyrics de Rihanna, puis Beyoncé, puis c'est ça, c'est parce que moi, je parle pas anglais. Je veux dire, man, tout est rendu explicite, tout est rendu de la semi-porn, tout est rendu de la valorisation, Miley Cyrus, de prise de drogue dure. Rendu là, c'est quoi le discours d'hypocrisie? C'est quoi la ligne? Qu'est-ce qu'on co-signe en tant que société sans dire qu'on le co-signe? Puis qu'est-ce qu'on a... Rendu là, man, tu joues des gros hits de rap américain à longueur de journée, mais quand vient le temps quand vient le temps de jouer de quoi d'ici, puis que c'est backé par... comme clairement, il y a un intérêt local pour cette musique-là, puis toi, t'es juste comme... tu veux pas le faire... je sais pas. T'en es où dans ta tête par rapport à pourquoi t'as peur de même? Penses-tu que c'est à cause du franglais? Ça aussi, ça... Parce que, tu sais, quand Dead Obies avait été à Tout le monde en parle, ça avait été une des questions... tu sais, il avait parlé justement de la critique qu'un tel avait faite sur Dead Obies. Toi, je sais pas si tu l'as vu, cette entrevue. Oui. Puis qu'est-ce que tu penses de ça? Vous autres, ça vous concerne-tu? Est-ce que... Ça nous concerne dans la mesure où clairement, on utilise là, ce qu'ils appellent le franglais. Ouais, c'est ça. Mais nous, en joke, un peu en réaction à tout ce débat-là, quelque chose qu'on a commencé à faire avec l'album Les Frères Cueilleurs, celui qu'on a sorti en 2016, on a commencé à écrire le pourcentage francophone puis anglophone après chaque tune dans le livret, pour la joke, parce que comment ça fonctionne, c'est que la subvention Musique Action, qui est la subvention fédérale pour la musique francophone, est octroyable seulement pour des bands qui ont un taux de français, je pense, qui dépasse 60% ou 70%. Fait que si tes tunes sont en bas de 60% de contenu francophone, tu peux pas appliquer, ça s'applique juste pas, tu passes juste dans le beurre par rapport à ta demande. Ce qui est arrivé à Dead Obies, quand ils ont finalement compté les mots, etc., ils passaient pas le test, fait que genre, ils ont juste perdu leur sub. Ils ont perdu une sub. La condition à l'obtention de la sub, c'était oui, vous l'avez, ça good, c'est juste... faut juste en passant que vous passez en dessous de tel pourcentage, c'est comme le détail qui reste à vérifier, puis là, ils vérifient, puis ils font oh shit, man, vous passez pas, t'sais. Fait que là, comme... c'est sûr, ça implique plein de gossettes pour Dead Obies. Puis là, puis là, on va jouer dans le contenu créatif. Aussi. Tu peux pas être créatif avec une ligne. Tu te dis, faut que je sois assez... Non, faut que tu te laisses aller bien raide. C'est clair, mais là, au Québec, il y a des sensibilités culturelles puis un débat idéologique là-dessus qui embarque là, par rapport à comme le fait que tu te fais traiter d'assimiler si t'es down avec le fait de mêler de l'anglais dans tes phrases au français. Chéros, qui est le cas de ben de Christian Rioux, mais de la façon... Je sais pas qu'il est pertinent, là, mais je dis juste lui, il y a cette tribune-là en tant que journaliste dans Le Devoir. Il traite les jeunes rappers qui utilisent franglais comme grosso modo de petits colonisés stupides qui savent pas ce qu'ils font, là, qui célèbrent leur propre processus d'assimilation. Ils se doutent pas peut-être qu'il y a quelque chose d'autre derrière ça. C'est ça que Dead Obies se revendiquait, justement. Yes McCann. Sacrément, il s'est bien expliqué en tabarnak. Je l'écoutais parler, j'étais comme yes. Mais de base, là, en général, prends n'importe quel humain dans n'importe quelle culture. Si tu parles deux langues, en général, t'es mieux gearé pour quasiment n'importe quoi que si t'en parles juste une. Maintenant, les symptômes, en général, de quelqu'un qui parle beaucoup deux langues, puis souvent en switchant parce qu'il est dans un contexte où tu peux le faire, ben man, c'est sûr, c'est ça. Le monde, il mélange puis il crée des slangs. C'est comme ça que les langues, historiquement, naissent aussi. C'est genre, tu t'attardes au processus de comment les langues naissent, c'est pas mal ça. Des langues interagissent entre elles pour des raisons économiques, culturelles, en veux-tu, en v'là. Puis il y a du monde, à un moment donné, qui, parce que ça marche, parce qu'ils utilisent ces mots-là puis ils se font comprendre, ils continuent à les utiliser puis c'est comme ça que des mots se transmettent. Puis là, à un moment donné, t'as des gens qui décident d'établir des limites politiques, etc., historiques, puis là, ils s'accrochent à ça puis ils s'attachent. C'est pas toutes les langues dans le monde qui ont une académie de la langue comme le français il y a, puis qu'il y a du vieux monde, des vieux monsieur en perruque qui décident quel mot va rentrer dans le dictionnaire ou pas. Il y a du monde à travers le monde qui voit pas ça comme ça. Maintenant, il y a une sensibilité culturelle au Québec à cause du fait français ici, à cause qu'il n'y a pas beaucoup de francophones en Amérique du Nord, l'identité, la stratégie qu'on adopte de façon semi-consensuelle, je dirais, par rapport à comment conserver en vie le français au Québec, etc. Ça crée une zone où c'est comme politiquement incorrect de suggérer autre chose que juste comme le pur français. Genre. Puis moi, je trouve que c'est problématique parce que genre même juste d'un point de vue des résultats, là, je suis pas sûr que c'est cette approche-là qui va favoriser la survie du français à plus long terme au Québec.
quand tu te défends de quelque chose à ce point-là, à un moment donné, par je sais pas, man, c'est un processus de physique ou je le sais pas, man, mais ça finit par t'avoir, justement, parce que tu t'es trop défendu. Je pense qu'il y a des places dans le monde qui le montrent assez bien que une jeunesse qui apprend 3-4 langues, il n'y a pas de danger de perdre sa langue maternelle. Genre, au contraire, même d'un point de vue neurologique, les différentes langues ne stimulent pas exactement les mêmes zones du cerveau, etc. Fait que ça renforce ta compréhension des langues, etc., etc. On peut aller là-dedans à fond. Là. Il y a plein de métaphores là-dessus. Fais 3-4 sports différents, tu vas être quasiment meilleur dans chacun des 3-4 sports que si tu en fais juste un. Même chose dans les langues. Fait que, pour moi, un des gros problèmes au Québec, c'est que le monde maîtrise... Les francophones, eux-mêmes, unilingues, maîtrisent pas assez bien le français. Une des meilleures façons, puis c'est ça le réel danger, c'est ça, là, si on veut vraiment parler. Là, le fardeau, il n'est pas sur les immigrants d'apprendre le français. Honnêtement, on va commencer par ceux qui sont supposés le connaître. Là. Genre, mais partons d'eux autres, puis disons-nous, genre, une des façons de leur faire mieux parler le français, c'est aussi de leur faire apprendre d'autres langues, puis que leur cerveau joue avec le défi linguistique. C'est puis ça, juste de les intéresser avec de quoi qui est intéressant. Puis de ne pas les mettre dans une zone comme scolaire, là, de genre... Chaque fois que tu utilises la langue, il y a comme il y a un fond de revendication deep, là, civilisation. Hey non, à un moment donné, il faut que tu puisses chiller puis genre jouer avec ta langue. Là, puis, c'est comme moi, la raison pourquoi j'ai lâché l'école, c'était qu'il n'y a rien qui m'intéressait. Puis j'étais tanné, là. J'étais tanné de... Tu me parlais de trucs qui m'intéressaient pas, mais tu sais, tu changes, je sais pas, t'aurais changé, tu sais, je fais tout le temps le même gag, mais tu sais, je change des problèmes de maths, puis remplace Paul a 4 pommes par Paul, il y a 4 onces de potes. Tu sais, genre, tu sais, là, ça va trouver ça drôle, ça va m'intéresser, ça va, tu sais. Tu sais, on en parlait tantôt par rapport même au format puis les durées que les différents médias offrent au monde dans la société. On est rendu qu'on présuppose le monde, la stupidité des gens, puis que leur taux d'attention full petit, puis ils sont pas capables d'en prendre, fait qu'on leur donne juste des entrevues de 2 minutes, 3 minutes au journal, etc., aux médias. Aux nouvelles, puis versus dans la réalité, man, il y a toute une nouvelle culture de podcasts qui font des entrevues de 2 heures, 3 heures, ça va en profondeur. Le monde a l'espace de parler plus en détail de leurs idées, puis les gens, ils écoutent, puis ils sont intéressés, tu sais. Fait que tout dépend de ce où on a envie de s'en aller par rapport à ça, tu sais. Parce que c'est ça, toi, t'aurais le projet, justement, de te partir un podcast, tu parlais tout à l'heure. J'aimerais ça parce que... je trouve que c'est comme une des façons les plus géniales qu'on a présentement. Puis libre, puis facile d'accès, qui est reproduit, tu sais, que n'importe qui peut le reproduire aussi à la maison, tu sais, grosso modo. Moi, 2000 pièces, j'ai mon studio. C'est ça, puis tu peux en faire même une version encore plus, ben plus amateur, puis juste partir ça, voir, y a-tu un intérêt dans ton cercle immédiat, sur tes réseaux sociaux, ça vaut-tu la peine de faire un petit investissement plus coûteux au niveau d'une caméra, etc. Puis là, ça t'amène à toi-même faire une combinaison de contenu citoyen, journaliste citoyen, tu vas avec l'approche qui t'intéresse toi. Puis je me sens privilégié dans la mesure où avec les années, je connais plein de monde puis dans différents milieux, puis j'ai des intérêts variés en dehors de la musique. Puis j'ai pas toujours envie d'aborder tous ces sujets-là par la musique. Je te donne un exemple. Tantôt, je n'ai pas envie de faire une tune sur un projet de loi. Pas envie de faire une toune sur mon type d'entraînement, ça m'inspire pas tant que ça. Mais en parler avec quelqu'un, jaser de tout ça, inviter quelqu'un qui a quelque chose à dire là-dessus, puis ça, je trouve ça vraiment cool. Exact. Mais ça m'intéresse pas de... C'est comme dans la musique, c'est comme dans bien des choses aujourd'hui. Tu peux créer ta plateforme ou attendre que des plateformes t'invitent à participer à leur plateforme. Moi, je me dis, je trouve ça quasiment plus rapide de me faire ma propre plateforme plutôt que d'attendre qu'on m'invite à aller parler d'un sujet ou d'un autre. Genre, j'ai envie, entre autres, de parler de cannabis médical, de la légalisation du cannabis. Fait que, pour engager le débat, je me dis, une bonne façon de partir ça, c'est ça, d'en faire un podcast. Puis ça va lancer mon émission qui va s'appeler La Voix du Bas sur les ondes de Radio Bas-Canada.
Ah ouais, tu vas commencer à Radio-Canada? Non, c'est les ondes de Radio Bas-Canada. Ah, OK, fait que... C'est que C'est Radio pas te Bas-Canada, moquer de- Radio Bas-Canada, c'est la radio populaire de la République libre du Bas-Canada. Puis une des Subventionné émissions... par la République libre du Bas-Canada. Par monsieur tout le monde dans le bas, évidemment, tu sais. Puis l'émission que moi je pars, puis il va y avoir d'autres émissions sur Radio Bas-Canada, ça s'en vient, mais la première qui lance un peu la patente, c'est mon émission qui s'appelle La Voix du Bas. Puis le premier épisode va sortir dans le mois avant la légalisation, donc dans le mois avant le 17 octobre. Puis j'ai fait une entrevue, une discussion en fait, là, comme on fait là, littéralement, avec mon copilote Sam qui va copiloter, co-animer l'émission avec moi. Puis Mathieu Giroux, un jardinier activiste qui s'est permis de Santé Canada pour pousser du cannabis médical depuis des années. Très Puis cool. Jean-Sébastien Fallu, professeur à l'Université de Montréal en toxicomanie. Spécialisé dans Ouais. la toxicomanie. Il est allé à Tout le monde en parle justement cet hiver quand la fille qui a bu du fucked up, la jeune fille qui a bu du fucked up qui est décédée. Il a été appelé pour me donner son avis là-dessus. Fait que c'est une discussion entre nous sur ça. Puis moi, ça m'a tellement donné le goût d'aller plus loin là-dessus. Puis d'autres sujets qui m'intéressent à part le cannabis. Tu sais. Fait que, Ça va être un format de combien de temps? Ben, pour commencer un peu, pour juste un peu initier le monde à ça, puis moi-même aussi, comme pas trop dès le départ donner un format d'initier, je dirais, à la chose. On s'est dit 1h15, 1h30, là, quelque chose un peu comme... C'est classique, mais parce qu'il y a des sujets, j'ai l'impression des fois que tu peux aborder 4 heures de temps. Ouais. Puis moi, il y a certains podcasts que j'écoute que j'aime ça, justement, qui se le permettent. Je pense qu'à un moment donné, si on est rendu là puis qu'on le feel, que les gens ont envie qu'on le fasse puis qu'ils sont prêts pour ça, man. Tu vois, le monde en bas d'1h30... il chiale un peu. C'est trop court. Il est trop court. Mais c'est malade, tu vois, c'est génial. Ça prend un genre de, peut-être un petit 15-20 de tout le monde est dedans du sujet. Oui, tout puis, tu sais, après 20 minutes, ben là, il te reste une demi-heure, puis là, c'est ça. Tu sais, là, le monde, là, t'arrêtes, ou même pas après 45 minutes, t'arrêtes, puis là, il faut comme, Chris, on était dedans le sujet. Moi, parce qu'avant, je faisais, c'était comme 1 heure, puis c'était coupé en 3-20 minutes. Puis le monde, on détestait ça. Tu sais, puis là, il y en a qui... Quand il est interrompu 3 fois. Ouais, tu sais. Puis là, il faut que tu repartes sur d'autres choses. Puis là, en tout cas, fait que... puis après ça, j'ai décidé de le faire tout ensemble à 1 heure. Puis il faisait encore... 1 heure, c'est trop court. Continue, tabarnak, là. Ah oui. Fait que... C'était dit 1 heure. 1h30, 2 heures, je pense que c'est le modèle parfait. Ça, on s'était dit 1h15, puis finalement, on s'est ramassé à faire 1h, je pense 35, un truc comme ça. Mais puis on s'est même dit, en terminant, on s'est dit, c'est sûr qu'on va faire un part 2 post-17 octobre. Ouais. Revenir un peu sur tout ça. Puis j'ai vraiment aimé ça, puis je me suis dit, man, c'est sûr que je fais ça pour le fun. Puis si ça amène autre chose que juste du fun puis du contenu, let's go aussi. Tu sais, je suis down avec ces initiatives-là. Puis qu'est-ce qui est cool aussi, que c'est un projet différent de la musique. Fait que ça te donne un peu un break, genre, tu baignes dans autre chose. Puis en même temps, c'est exactement, c'est autre chose, mais en même temps, c'est tellement relié aussi au final que c'est pas si surprenant que ça que je me ramasse à faire ça, tu sais. Puis à même jumeler les deux un peu au final, au sens où, tu sais, moi, ça m'intéresse aussi d'inviter des collègues musiciens à travers le Québec, whatever, du monde que j'ai rencontré, là, venir parler de musique, parler de... C'est ça, il y a tellement de sujets que j'ai envie d'aborder que je me donne pas vraiment de ligne directrice spécifique, là, tu sais, c'est vraiment... Ça serait-tu filmé? C'est filmé déjà. Okay. C'est déjà comme ça, là. On avait on était les 4, on avait chacun un mic, puis c'était filmé avec 3 camens, puis ça va être ça. On part avec une fréquence mensuelle au début, puis après ça, on va voir où est-ce qu'on s'en va au niveau d'en faire plus si ça se donne. Ah, très cool, man. Puis pour À la Claire Ensemble, vous avez révolutionné un peu la façon de faire de se produire, tu sais, parce que j'ai vu ça, parce que moi, je mets tout le temps... Je fais, hey, je reçois tel invité, quelles questions vous aimeriez poser? Puis il y en avait un qui avait posé vraiment une bonne question, c'était que vous, quand vous avez commencé, vous avez juste mis votre album sur Bandcamp ou Campband, on a fait un Bandcamp, puis le monde faisait des donations volontaires. Ouais. Ben, au début, même, ils pouvaient même pas, c'était juste gratis. Ah ouais? À un moment donné, ils ont donné l'option Bandcamp pour rajouter l'option Pay What You Want. Puis dès qu'elle a été présente, on a embarqué là-dessus. Au début, c'était juste free download. Mais ça a vraiment pogné, ça a l'air? Ben, c'est comme ça que ça a parti, en fait. C'est comme un peu...
sais, quand on a réalisé qu'on avait justement une quinzaine de tunes après 2 ans à juste chiller dans le studio à gauche à droite, on s'est dit, on sort un mixtape. Puis on s'est dit, à l'ancienne, on fait comme 1000 copies physiques, on les distribue à mitaine, on les vend 5$. Puis en fait, c'est pour ça que l'album s'appelait 4,99$, parce que les gens nous donnaient un 5$, puis il y avait une scène noire collée derrière de change, tu sais. OK. Puis quand on a écoulé les 1000 copies, puis qu'il y avait encore du monde à gauche à droite qui nous disait, hey, t'en as-tu encore? Ça serait nice on s'est dit, tant qu'à faire une autre batch, on met ça online, tu sais. Ouais. Puis on l'a mis sur Bandcamp en free download. Puis je pense que ça a comme un peu accéléré le processus de partage, définitivement, en fait. Puis ça a amené certains médias, certains blogs à pouvoir aller comme facilement sur notre Bandcamp, écouter, downloader l'album, le mettre sur MP3, le jouer dans un party, mettons, le passer à un ami. Puis je pense qu'il se passe comme avec le contenu gratuit, tu sais, comme C'est le monde... facile d'accès. C'est facile d'accès, puis le monde se gêne pas d'être tannant, on dirait, avec ça, tu sais, de dire à ton boy, « Hey man, t'as-tu écouté le record que je t'ai dit, là? Genre, Chris, c'est gratuit, va donc le downloader, tu sais, tu dors au gaz. » Versus... Hey, tu l'as-tu acheté, l'album? Ouais, ouais. Ça te demande une certaine affaire. C'est ça, me gosser, je vais acheter ce que je veux. Tu sais. Ouais. Donc, donne-moi 15$, je vais aller acheter. OK. Ah ouais, c'est vrai. Hein? Versus comme, non, écoute, Chris, ça coûte rien, vas-y, fais-le. Tu sais, genre, ça te prend 2 minutes. Ça te prend 2 minutes, let's go. Ça. Puis là, les gens, sans le savoir, deviennent un peu des genres de promoteurs. De promoteurs, tu sais. Puis même aussi, cette approche-là faisait en sorte que certains journalistes, clairement, au lieu de se dire, ben, OK, j'ai reçu un courriel, il y a une firme de relations publiques, il y a un record label qui est en train de faire la promotion d'un nouveau projet, ben, c'est clairement juste 6 dudes qui ont sorti un mixtape, là, genre. Fait que, tu sais, personne est en train d'en parler de la façon traditionnelle dans un média traditionnel. Fait que c'est à la fois un scoop pour moi, puis le moindrement que je suis down avec ce qu'ils sont en train de faire, ça va leur donner un réel push versus... Genre, quelqu'un qui fait, ben, tu sais, il y a tellement évidemment un appareil autour de ce projet-là que, tu sais, mon article va pas nécessairement faire découvrir ça au monde entier, tu sais, ça va se passer anyway. Fait que tous ces mécanismes-là, à ce moment-là, dans le temps, chose qui peut encore se produire aujourd'hui, je pense, quoique un peu différemment, ça a amené un genre de boost de partage. Puis nous, ça s'est juste traduit en des offres de show au final. Là. Puis là, c'est ça qui a comme cimenté la réalité de devenir un band. Parce que tu dis, OK, on accepte l'offre de show. Qui va faire le show? Comment on s'organise? Toute la question de la logistique. OK, il nous faut un courriel. Il faut qu'on puisse... Fait qu'avant ça, vous n'avez pas fait de show avant? C'était juste... Bah, on a fait 3 shows, genre à 3-4 shows, mais des shows vraiment comme... on le sait 2 mois à l'avance. C'est vraiment un peu aussi via un contact d'un ami qui crée un événement. C'était pas un booker qui est comme en train de vraiment réellement make it happen avec une demande réelle de la part des promoteurs, festivals, etc., des bars. Fait que là, quand ça c'est arrivé, c'est un peu... Puis c'est ça la formule économique au Québec pour la plupart des bands. Là, tu peux faire de l'argent en faisant des shows puis de la tournée. T'sais. Fait que c'est là où la réalité... De passer du hobby à la job se passe. Ouais. Puis là, c'est ça, là, vous avez fait... là, vous êtes vraiment signé avec 7e Ciel. Ouais. Le 4e, c'est comme officiellement le 4e album qu'on a sorti. On sait même plus les chiffres parce qu'on a sorti d'autres affaires entre les albums officiels. Mais c'est comme le 4e album officiel, puis c'est le premier qu'on a sorti avec un label, puis c'était 7e Ciel. Puis, ça, c'est quand même un gros label, ça. Mais c'est un petit label dans la mesure où genre ça fait je veux dire important ça au fait Québec, pas des décennies que ça existe, mais c'est un label qui est spécialisé dans le rap keb là, c'est ça. Ça a été parti par Steve Jolin, puis c'est vraiment lui là-dedans, il a été rappeur lui pendant un bout aussi, il a fait ses projets, ça a été une forme de je pense pour lui de s'investir au maximum dans cette culture-là, dans le rap au Québec. Puis c'est nice qu'il y ait justement quelqu'un qui soit out there pour spécifiquement le rap, là, au sens où, au lieu que ce soit un label qui s'occupe en général de plusieurs artistes différents puis qui trouve ça intéressant d'avoir un groupe de rap pour diversifier l'offre, ben, c'est quelqu'un qui a de se dire, ben voilà, tu sais, il y a assez d'artistes, il y a assez d'offres pour vraiment comme se spécialiser là-dedans. Ouais. Moi, c'est sûr que de mon point de vue, je trouve que ça leur donne une connaissance puis une façon d'opérer qui est intéressante si t'es un rappeur. Puis comment la décision s'est faite dans le groupe? Est-ce que vous étiez tous contents ou il y en a qui voulaient continuer
sur plus une façon de faire qui était de hey, on le met sur Bandcamp puis Mais tu sais, nous, en fait, la motivation derrière rouler de façon indépendante puis autoproduction, elle a toujours été comme basée sur l'aspect logistique, l'aspect utilitariste même de ça. C'est-à-dire, c'est plus simple, puis ça nous donne les mêmes résultats. Genre, puis c'est ça les résultats qu'on veut. Fait qu'on roll avec cette option-là, tu sais. On va pas donner un pourcentage à quelqu'un pour faire un truc qu'on trouve vraiment facile à faire nous-mêmes, tu sais, par exemple. Mais après quelques années, il est apparu, environ, je te dirais, au tournant de 2015, entre l'album Les Maigres Blancs d'Amérique du Nord puis l'album Tout est impossible, on a réalisé que il y avait un certain pattern qui avait eu lieu dans ce qu'on avait été capable de faire, où est-ce que nos outils de DIY se rendaient, etc. Puis là, c'était pas une question de genre, puis ça n'a jamais été ça, de genre, est-ce qu'on tourne le dos à l'idéologie de l'indépendance? C'était vraiment la notion de, hey, OK, comme, on est rendu au stade où c'est clairement plus logistiquement intéressant pour nous d'avoir quelqu'un qui nous aide à mettons, coordonner une tournée en Europe versus le faire nous-mêmes, là, genre, par exemple. Là, puis clairement, là, à un moment donné, c'est du give and take. T'es plus établi, t'as plus de revenus en tant qu'entreprise ou en tant que band. Fait que tu peux aussi. Ça devient logique, ça devient un investissement aussi d'avoir une équipe. Puis en même temps aussi, on avait l'expérience. On avait 4-5 ans derrière nous. Fait qu'on était capable de savoir de quoi on avait réellement besoin, puis d'entendre les conseils, les suggestions d'une équipe, puis de savoir comment nous, on se positionne par rapport à ça. Fait que c'est un peu ce qui a mis la table à une collaboration vraiment ça t'a amené plus de monde ou moins de monde ou du monde différent de faire ce changement-là avec un label? Je pense que ça... c'est bizarre à dire, tu sais, pour des bonnes et des moins bonnes raisons. Beaucoup de gens jugent quelque chose par son couvert, tu sais, fait que il y a certains promoteurs, par exemple, qui sont pas très willing de considérer un band s'il n'est pas backé par un label. Genre, on dirait que pour eux, c'est comme une garantie de professionnalisme. Il y en a qui s'en contrefoutent, clairement. C'est comme un humoriste qui n'a pas de gérant. Oui, c'est ça, tu sais, versus... Ou qui n'a pas de boîte. Là, il pourrait très bien avoir un artiste qui n'a pas de gérant, puis c'est le dopest, là, tu sais, puis on s'en fout, là. Mais il y a cette notion-là, tu sais, puis je pense que c'est la même chose avec des prix que tu peux gagner, tu sais. Il y a certaines personnes qui sont dans leur vie, pas tant que ça, dans la position de le love de la culture, etc. Puis c'est bien correct, ils sont plus en position business, tu sais, de qu'est-ce qui va fonctionner, que moi j'ai investi de l'argent dans un événement, j'aimerais ça avoir un retour, il veut des genres de garanties. Fait que, tu sais, admettons, le saut d'un label qui co-signe un projet ou tu sais, le fait que, par exemple, tel band a gagné tel prix ou a gagné à la disque, on dirait que, tu sais, dans la tête de certaines personnes, le calcul se simplifie, tu sais. Moi, je pense que dans la réalité, c'est plus complexe que ça, genre. Puis justement, un artiste comme Soulja montre les nuances de ça. Soulja est même pas techniquement, je pense, éligible à la disque parce que il est pas commercialement distribué à certains... En tout cas, des gossips que je connais même pas tous les détails, là, mais certains artistes, c'est pas... Ta salle, elle va être pleine, là. Genre, pas besoin de gagner à la disque pour vendre des billets, là. C'est pas... T'as pas plus lui pour prouver ça, en plus. Exact. Puis... quand tu gagnes un truc comme ça, t'es super content pour plein de raisons, mais tu le sais aussi que c'est nice, c'est un levier de négociation. Tu sais. Vous autres, vous avez gagné meilleur album hip-hop à disque. Puis c'est quoi ça vous a apporté? Ça vous a-tu apporté quelque chose? C'est ça, c'est vraiment de voir que ça... C'est pour dans les relations business, en fait, c'est ça. Tu sais, les gens dans nos relations personnelles nous félicitent, puis genre... c'est un symbole pour eux, là, tu sais, mettons, tu connais pas grand chose de la musique, mais depuis que t'es jeune, tu sais qu'il y a la disque à chaque année, tu sais que les gens gagnent des prix pour ça, mais c'est gros, tu connais quelqu'un qui a gagné ça, puis tant mieux, c'est cool, Sophia Nolin, ça l'a parti. Cette cérémonie-là est là pour ça aussi, tu sais, puis c'est un grand rituel bas canadien, tu sais, il y a des pour et des contre, mais tu sais, pour monsieur, tout le monde que tu interagis avec, c'est ça, c'est très positif, là, dans le fait de gagner la disque, mais dans comment ça se traduit dans la réalité concrète, c'est ça. Est-ce que ça peut dessus? Puis je pense que oui, ça peut bonifier le type d'offre que tu peux recevoir. Parce que, tu sais, comme maintenant, si on compare avec les Oliviers, tu sais, moi, les Oliviers, je vois plus une machine de marketing que des vrais prix de reconnaissance, tu sais, parce que
moi, en tout cas, on va dire que je gagne un Olivier, là. J'arrêterais pas d'en parler, mais pour faire vendre mes hosties de tickets, là, tu sais, ça serait juste ça, pas mal. Ma position sur, je pense, c'est sur ça, les shows de prix. Je pense que c'est tout ça. C'est toute une opération marketing. Il n'y en a aucun qui n'est pas ça, tu sais. C'est vraiment... C'est pas représentatif de grand chose à part de les opinions en général d'une petite clique de personnes qui sont bien placées pour avoir un impact sur cette cérémonie-là. Puis, parce que les goûts, c'est tellement on roll avec ça, là. On roll avec ça. Ouais. C'est la même chose aux Oscars, la même chose dans tout. Là, est-ce qu'À la Claire Ensemble a fait le meilleur album de rap au Québec en 2016? I don't know, man. J'en ai aucune espèce d'idée. Certaines personnes feel comme ça. C'est sûr... on est avantagé par le fait de se ramasser avec ce prix-là, fait qu'on roule avec ça, tu sais. Merci, je suis sûr, merci de l'honneur, merci du prix, tu sais, mais c'est ça, tu sais, c'est comme il faut prendre un pas de recul, moi je pense, par rapport à ces choses-là, tu sais. Puis pas t'enfler la tête avec ça, non. Ben oui, puis en même temps le voir pour ce que c'est, tant mieux que si ça te permet de justement, genre, créer de quoi de nouveau dans tes opportunités, tu sais. Mais voilà, tu sais, c'est pas... Pour moi, c'est pas une chasse au... tu sais, c'est vraiment, c'est ça. Tu sais, je le dis assez ouvertement, tu sais, je pense que il faut pas se cacher, tu sais, on l'appelle ça du show business parce que c'est de la business, là, tu sais, puis notre réalité de culture subventionnée est pas milliardaire, là, tu sais, on s'entend, là, les artistes sont pas millionnaires au Québec, mais... ça nous donne parfois des réflexes où on oppose la notion de la business avec la notion de produire de façon honnête du contenu culturel. Puis moi, je trouve que ça, c'est problématique. C'est comme un peu... Pourquoi on fait pas juste les deux? Oui, on est down avec le modèle de collectivement se donner les moyens là, de subventionner nos projets culturels, puis ceux qui sont intéressants puis qui sont pas en mesure de devenir lucratifs méritent aussi d'exister puis d'être encouragés, clairement, mais faut aussi être conscient que it's a business là. C'est réel, puis faut pas prendre ça avec des pincettes là, puis j'ai des fois un peu ce feeling là au Québec par rapport à ça. Puis maintenant si on parle ça ressemble à quoi la réalité du rap keb pour tu sais, ceux qui sont dans le milieu, tu sais, puis que c'est une dure réalité quand même. Tu veux dire la réalité comme dans quel sens? Ben, de réussir à gagner ta vie en étant un rapper, tu sais. Je pense que vous autres, vous gagnez-tu votre vie avec À la Claire ensemble? Ouais, on gagne la vie avec les shows d'À la Claire ensemble. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça, en fait. C'est vraiment en faisant des spectacles, on réussit à c'est notre rentrée d'argent. Quasiment unique, là, quasiment d'une certaine façon, dans les activités d'À la Claire ensemble, au sens où vendre des albums au Québec, il faut que t'en vendes là, un shitload, mon gars, avant qu'il se passe quoi que ce soit. Puis, si tu joues pas à la radio commerciale, c'est pas mal les shows. That's all. Fait que je pense que c'est tough de gagner sa vie en faisant des shows, point. Maintenant, en faisant des shows de rap keb, ça a déjà été beaucoup plus tough que ce l'est en ce moment, puis ce l'est encore, au sens où il n'y aura pas 62 bands qui peuvent très bien gagner leur vie, genre dans chaque style musical, parce que là, tu tomberais dans le calcul mathématique ne fonctionne pas. C'est vrai, on a un marché de 7 millions de personnes. Ouais, ça, la tarte est... Si on n'est pas capable de s'exporter, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'il y a tout un espèce d'enjeu sur l'exportabilité de la culture québécoise qui est basé là-dessus. Là, si jamais tu réussis à t'exporter en Europe, ben t'en as plus rien à foutre de si ça marche ou non auprès de combien de gens au Québec. T'es comme, il y a 100 millions de personnes l'autre bord de l'océan qui sont en train de payer là, pour voir de quoi. Fait que c'est ce rapport-là, tu sais. C'est comme le saint graal entre guillemets là, de la culture québécoise d'un point de vue business, c'est de percer le marché européen, t'sais. Mais si c'est hors de la question, si t'es pas capable ou si c'est pas dans tes intentions ou si c'est pas quelque chose qui va se passer, ben tu t'adresses à 7 millions de personnes, puis 7 millions de personnes, c'est pas le nombre total, c'est vraiment sur 7 millions de personnes, tu vas peut-être t'adresser à... Fait que là, c'est 10% même. Fait que même ça, fait qu'il y a des grandes victoires proportionnelles au Québec qui opèrent, mais qui, en chiffres absolus, sont petits quand même. Je veux dire,
Tu sais, c'est chose qui, aux States, man, tu sais, aux States, il y a des rappers de la classe moyenne, en veux-tu, en voilà, là, tu sais, des gars qui font 100 000 par année en faisant des shows de rap, il y en a tout plein, là, puis personne, pas tant de monde savent c'est qui. Si t'es un nerd de rap, c'est sûr, tu sais c'est qui, mais tu sais, il va au centre d'achat, là, il se fait pas arrêter pour des autographes, tu sais, trop pas, là. Mais il gagne bien sa vie en faisant des shows de rap et en faisant des albums, tu sais. Puis ça existe moins ici, clairement, parce que c'est comme un peu, soit tu sais, c'est un peu à deux vitesses, là, tu sais. Il y a eu une grosse évolution du rap québécois, tu sais, quand... Moi, j'écoutais beaucoup dans le temps, j'écoutais quasiment juste ça, tu sais, dans le temps de Ils vont crever, Sans pression, dans le temps, je vais dire c'est pathétique, parce que c'est vrai, je l'écoutais, jusqu'à temps qu'ils deviennent full populaire, là. Chris, mais j'ai perdu ma virginité sur un CD de Tir pathétique. Gros respect. Mais c'était, genre, je pense que c'est ton premier album, un enfant de même, là. Alors, on remonte à v'là longtemps, OK, là? Mais, ouais, il y a eu une grosse évolution, pareil, du rap québécois. Tu sais, ma tante, on dirait que quand que Lil Wayne est arrivé un peu... Il y a eu comme un... Je sais pas, comme une... Ah ouais, t'associes ça à Lil Wayne? Non, mais moi, c'est parce que c'est arrivé dans la même période, OK. Parce que moi, j'aimais ça, écouter ça, jusqu'à temps que tous mes chums écoutent du Lil Wayne. Puis je faisais... C'est ben à chier, cette musique-là. Puis hey, non, c'est bon. Puis là, j'étais comme tabarnak. Puis c'est arrivé en même temps. Fait que je sais pas si ça a eu une influence. Ben, je pense du côté ici... Il y a genre eu toute une... tu sais, un genre de dialogue qui a opéré dans le sens que... Il y a eu un genre de Moyen-Âge du rap, là, entre guillemets, au Québec, puis un peu ailleurs aussi, je pense, dans le début, milieu des années 2000, en fait, où, tu sais, il y a comme... On savait plus trop ce qui se passait, il y avait plus de temps, c'était plus clair qui était en train de diriger, à mon humble avis, la tendance esthétique des beats, où ça s'en allait, etc. Puis là, au tournant de 2010, un peu avant ça aussi, il y a comme eu, je pense que c'est la culture du beatmaking qui a comme explosé, tu sais, les beatmakers ont vraiment commencé à affiner là, leurs outils, puis à sortir des beats de plus en plus intéressants, puis à s'inspirer de plein de types de rythmiques différentes à travers le monde. La culture MySpace, puis la culture de comme des échanges online entre beatmakers, puis dans des trucs qui allaient éventuellement devenir les SoundCloud de ce monde, etc. Mais ça a comme permis à plein de beatmakers de apprendre des techniques, faire du sampling à d'autres façons à communiquer. Puis je pense que c'est ça qui a un peu mis la table pour que des jeunes rappers arrivent en mode OK, ben on fait du nouveau shit, là, on n'essaie pas juste de reproduire ce qui a un peu toujours été fait. Puis voilà, je pense qu'on importe tous un petit peu ce qui se passe aux States ici, là, fait que ce renouveau-là, qui joue pas dans les cordes à tout le monde, il y a du monde, il y a des nostalgiques qui trouvent que le New School era aux States, dans le rap, ils sont pas down avec ça, ou whatever, là, ils sont pas down avec le trap, ils veulent juste du vieux boom bap, etc. Mais moi, je suis down avec le old school, je suis down avec le new school. Je pense qu'il y a du bon et du moins bon dans tout ça, là. Ben, je trouve qu'à la claire ensemble, c'est un beau mix de ça, tu sais. Il y a du bon beat, du beat ça plus trap, je sais même pas si j'utilise les bons termes, tu sais, mixé avec la culture d'ici, tu sais. Ben c'est ce qu'on décrit quand on dit, tu sais, le fameux post-rigodon dont je parlais tantôt. Ouais, c'est ça qu'on dit, tu sais, le post-rigodon, c'est comme si tu prends le style musical américain du rap, un peu d'électro aussi, du funk, puis tu dis que ça donnerait quoi si c'était des mononcles bas canadiens qui faisaient ça. C'est un peu ça l'idée, tu sais. C'est ça à la claire ensemble. Si on parle un peu plus de toi, c'est comment que tu as commencé à faire ça, du rap ou même de l'impro, parce que c'est ça, tu sais, toi, t'es cofondateur du Punch Club. Ouais. C'est quand t'as commencé ça, ce côté artistique-là? Assez jeune, tu sais, j'ai commencé à lire, c'est surtout en lisant, genre, j'ai commencé à lire des romans, des livres vraiment jeunes, puis les jeux vidéo aussi, je jouais beaucoup de jeux type RPG, des trucs comme ça, des Final Fantasy, des Zelda, je trippais vraiment sur les aventures. Ça, c'est geek en tabac. Oui, je suis vraiment j'ai un bon fond de geek, moi, j'adore, tu sais, je game plus parce que j'ai plus le temps, mais tu sais, mettons, il y a toujours une phase dans l'année, surtout l'hiver, à un moment donné, où je vois un genre de 2 semaines, là, je geek out en allant sauver Zelda ou un shit comme ça, tu sais, mais
c'est resté en moi. J'aime vraiment les histoires, j'aime tout. Fait que là, je voulais écrire, je voulais raconter. Quand j'étais jeune, je voulais être écrivain, tu sais. Puis là, j'arrive à l'écrire. C'est ça, puis là, je voulais, tu sais, mais j'étais gros fan du Seigneur des Anneaux. Moi, j'ai trippé sur Harry Potter, No Shame in My Game. Moi, qu'est-ce qui est drôle, par exemple, excuse de te couper, alors, c'est moi, je déteste Harry Potter, mais je trippe sur le Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est les deux, tu vois, je trippe, c'est les deux. Moi, je fais hey, non, la magie, là, c'est juste Gandalf. C'est juste Gandalf, oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus, il y a quelque chose de plus pour adultes, là, tu sais. C'est ça, je pense que c'est ça, c'est trop, même étant enfant, je faisais, Chris, pour les tapettes. Genre, j'aimais pas ça. Moi, c'était vraiment l'idée que, genre, tu sais, c'était fou, là, c'était comme une superstar écrivaine, elle pouvait comme faire des romans, inventer des affaires, puis tu sais, c'est comme, c'est énorme, ça se passe, tu sais, ça a un gros impact, le monde sont down, tu sais, c'est le livre aujourd'hui, même, malheureusement, c'est rendu quasiment un format artisanal, là, tu sais, pas beaucoup de monde lit des livres dans la vie, là, tu sais. Non. Genre, quand quelqu'un réussit à faire un truc comme ça, il montre que ça, tu sais, c'est fou, là, tu sais, qu'il y a encore une ouverture. Moi, ça m'avait quand même parlé. Fait que j'avais tout le primaire, puis j'avais au secondaire un peu avec cet esprit-là. Puis c'est vraiment quand j'ai découvert le rap que mon envie d'écrire assez comme... Je me suis dit, ben, je vais un jour écrire des livres, mais en attendant, je vais écrire des raps, tu sais, parce que c'est comme un format rapide, entre guillemets. J'ai l'impression que je peux tout de suite essayer un peu de commencer à en faire. Fait que là, j'ai commencé quasiment en même temps à en faire qu'à en écouter. Puis au début, j'écoutais surtout du rap français, assez revendicateur. Fait que c'est ce qui m'arrivait avec l'esprit que, tu sais, ce qui m'intéresse. Ben, j'écoutais IAM, j'écoutais Sniper, j'écoutais Funky Family. Funky Family. Oh, Fab. C'est bon, j'écoutais, tu sais, même du Lunatic, etc., des trucs aussi plus G, là. Mais comme c'était un peu mon entrée dans le rap, c'était de me dire j'aime le côté justement textuel, écrivain de la chose, puis c'est vraiment avec le temps, quelques années plus tard, que j'ai commencé vraiment à me dire ok, mais c'est une musique avant d'être quoi que ce soit d'autre, puis là ce côté-là a pris le dessus dans mon évolution, au sens où je me suis surtout donné le défi de l'aborder comme une musique avant que comme un médium littéraire. Puis c'est un peu où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire que je veux pas revenir à la notion de traiter la musique juste comme une façon de partager des textes. Puis c'est pour ça que je veux maintenant faire autre chose que juste de la musique. Okay. Je veux encore prioriser la musique. Ta passion principale, ça reste tout le temps la musique. Mais... Ben, en fait, c'est plus que quand je fais de la musique, je veux que la musique prime. C'est pour ça que si je trouve qu'il y a un sujet qui est important à aborder, que j'ai envie d'aborder, je trouve pas que c'est la musique qui est le meilleur format, parce que je trouve que la musique a pour but d'exister en elle-même, peu importe ce que tu es comme en train de dire dedans. Là, genre même les paroles, même les mots, c'est comme un instrument de musique. Il faut que quelqu'un qui ne comprenne pas la langue de mes paroles puisse écouter la tune puis vibrer pareil. C'est comme ça que je vois ça. Fait que voilà, tu sais, la musique a parti pour moi comme une façon d'écrire, puis c'est vraiment devenu une façon de faire de la musique. Tu sais. Puis le côté écriture, je suis comme en train d'y revenir vraiment beaucoup. Tu sais. Puis comment que t'as-tu tout le temps eu ça? Parce que, tu sais, ce type d'écriture-là est vraiment particulière, là, tu sais. C'est comme du rigodon, comme tu disais, tu sais. Ça a-tu tout le temps été de même ou ça a évolué, ça a donné plus ça? Je pense que quand on est arrivé dans les premiers brainstorms dans la Claire, on est arrivé tout avec l'idée que on n'avait pas envie de répondre à des critères, de faire les choses d'une façon formatée, puis qu'on n'avait pas envie de se poser de questions par rapport à ça allait-tu marcher ou pas. On s'est juste fait du fun, puis la chose qui nous faisait vraiment triper, c'était je pense comme beaucoup de monde qui joue avec le langage, de jouer d'une façon qui nous amusait réellement. Là, fait que là, c'était comme, pour nous, ce qui était riche, puis je pense que c'est ça que le monde va chercher aussi dans le franglais, là, c'est cette espèce de... Tu sais, que le slang est plus intéressant que le dictionnaire, tu sais, fait que puis le slang auquel on a accès en tant que jeune mince dans le Bas-Canada, ben, c'est des expressions que tu peux avoir entendues même dans Elvis Gratton ou dans un truc de Rigodon, dans un truc que tu auras vu à RBO, dans comment les gens parlent dans la rue, etc. Fait que tu mélanges tout ça. Puis là, le fait de voir que ça a un intérêt, qu'il y a du monde qui sont down avec cette façon de parler, avec cette façon de rapper, ben t'as le goût de continuer. Puis tu développes un peu plus la conscience de ce que tu fais, tu sais. Puis là, t'es rendu au courant de ce que t'es en train de faire. Puis là, on est là-dedans depuis des années, tu sais. Je fais exprès, moi, même quand je me balade à travers le Québec, il y a des expressions régionales là, que j'entends, puis je les note mentalement en me disant, c'est sûr que je vais dire ça dans un track, parce que je trouve que c'est ça qui est la richesse du langage. Tu sais, genre, le mot, quand c'est le même mot
mot partout dans le monde où ça parle français pour désigner une affaire, je trouve ça moins intéressant. Au contraire, que quand t'as rien d'autre, tu dis, OK, c'est ça que ça veut dire pour vous, ce mot-là. Ou plutôt, OK, vous désignez cette affaire-là avec un mot que j'ai jamais entendu. Donc, tu sais, je trouve ça fascinant, tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, c'est ça, ton inspiration, c'est où tu vas la chercher pas mal. Tu vas-tu, mettons, je sais pas, aller écouter, je sais pas de quoi, d'Elvis Gratton, justement, pour, je sais pas, t'inspirer de quelque chose, ou tu sais, où c'est que tu puises ton inspiration pour tes textes? J'essaie de faire un dialogue entre mes réflexions, parce que je suis un gars qui pense trop. Genre, je pense beaucoup. Je dis pas comme... Je me lance pas des fleurs. Je réfléchis trop souvent à trop d'affaires, tu sais, de façon parfois désordonnée, pas au bon moment, etc. Ouais. Puis, fait que j'essaie de me calmer là-dessus. J'essaie d'apprendre la méditation, tranquillement. Mais... Moi, ça m'arrive tout le temps. Je suis tout le temps en train de me parler tout seul. Ben, c'est ça. Moi, je pense que tout le monde pense trop, ça, c'est sûr. Ouais. C'est pas... Mais moi, je sais que je m'emporte. Genre, moi aussi, ça m'arrive. toute seule. C'est ça. Hey, tabarnak, qu'est-ce que tu Puis genre, je me parle toute seule. T'es en train de faire la vaisselle. Tu devrais allumer la caméra quand tu fais ça, man. Montrer un peu, nous partager ça. Ouais, je sais pas. C'est bon, je m'auto-censure un peu. Ah, ben oui, l'autocensure, c'est la seule bonne forme de censure. Moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je le laisse sortir, puis après ça, je le mets sur texte, puis là, ça devient des shows. Ouais, fait que c'est ça. C'est là que c'est né Fuck You with du calcul. C'est pas mal. Excellent. Ben oui, ça, je vois. Je vois bien le processus. Moi, c'est vraiment ça. Je pense que cette espèce de train de pensée-là, man, puis j'essaie de me dire comment je le. Tu sais, il est toujours trop complexe, il est toujours trop, tu sais, genre, tout simplement. Comment je fais pour en parler pour que ceux qui ont envie d'y percevoir comme des nuances puis aller en profondeur, ils puissent le faire, puis ceux qui ont envie juste de comme catcher grosso modo ce quoi j'essaie de dire, ben ils puissent le faire aussi. Fait que c'est ça un peu mon range, le personnage, le fait de parler avec un ton populaire, décontracté, de choses qui peuvent être deep là, d'un point de vue X, Y, Z. Là, ça peut être politiquement, des connaissances scientifiques, whatever. Mais ça qui m'intéresse, c'est de créer un contraste entre le contenant et le contenu. Parce que c'est là, je pense qu'on prêche moins à juste aux convertis. Là, OK. Puis, tu sais, là, je vois que le temps avance, puis je voulais te parler du Punch Club aussi. Ça, c'est quand t'es venu l'idée de fonder ça? Co-fondé. Tout ça part avec, quand je suis rentré au cégep, j'ai fait 3 sessions au cégep Garneau. Puis j'ai arrêté, puis j'ai coulé trop de cours par absence, parce que je l'ai fait tout le temps mes cours. J'avais tellement de chums de toutes les écoles secondaires différentes de Québec, on se rejoignait là, man. On faisait juste rouler des battes, puis pas aller à nos cours. Fait qu'après 3 sessions, j'ai bien vu qu'il n'y a rien qui se donnait là-bas. Mais no disrespect à la qualité de l'enseignement à Garneau, c'était pas ça le problème. C'était vraiment mon absence au cours, tout simplement. Mon manque d'intérêt. Puis je suis parti voyager, je dirais, puis là, quand je suis revenu de mon voyage en Inde, je me suis dit, OK, je vais retourner au cégep, finir ça. Puis faut que j'aille dans le cégep où je connais personne, tu sais, où je vais pas avoir des distractions faciles. Fait que j'étais allé au cégep Saint-Laurent, qui est un petit cégep anglophone à Québec. Puis en effet, je connaissais quasiment personne. J'avais des amis qui y étaient allés, mais ils étaient sur la fin de leur cursus collégial, puis il leur restait une session. Mais eux, ils avaient fait de l'impro là-bas. Ils avaient comme fondé la FIT, la French Improv Team. L'équipe d'impro du cégep, mais vu que c'est un cégep anglophone, t'as pas le choix d'avoir le nom en anglais. C'est ça la joke, là, la French Improv Team. Okay. Puis moi, je suis arrivé là, au cégep, pour finir mon cégep, mais je me suis dit, t'inquiète, je vais faire de l'impro avec mes chums. J'avais fait du théâtre un peu au secondaire, je rappais depuis un bout, c'est comme, c'est sûr, je vais m'amuser à faire ça, t'sais. Puis j'ai joué 2 ans au cégep Saint-Laurent dans l'équipe, dans la FIT. Puis mon coach, c'était Dominique Lapointe, la personne avec qui j'ai fondé le Punch Club, lui, puis Carl-Alexandre Jaja. Puis à cette époque-là, j'allais voir les shows d'impro à la Lui à Québec, la LIC aussi. Puis quand j'allais à Montréal, quand je déménageais à Montréal un peu plus tard, je suis allé voir la CIA, la Lime, une couple de la Lime, je suis allé voir aussi la Limonade, excuse, etc. Puis je suis devenu un fan, vraiment, d'un spectateur d'impro. J'aimais ça aller voir de l'impro. Mais j'avais un peu comme des critiques personnelles par rapport à ce que je voyais, au sens où je me sentais en tant que client insatisfait par rapport à 2-3 trucs. Ouais. Puis c'était que j'étais comme, pourquoi... J'avais aucun problème avec la notion communautaire des ligues d'impro, là, genre, tu sais, puis le fait qu'ils ont un fonctionnement communautaire, les joueurs sont pas payés, etc. Fait que, tu sais, il y a toute une dimension coop, là, tu sais, il y a quelqu'un qui doit s'occuper d'un côté plus gestion, puis c'est pour ça aussi que la personne elle participe au projet, pas juste pour le fait qu'elle torche des culs en impro, etc. Puis j'étais comme,
fine avec tout ça, c'est très nice. Pourquoi il n'y a pas une ligue qui est comme en mode, genre, comme il y a juste les meilleurs qui jouent, tu sais, c'est supra-compétitif, puis il y a personne qui est dans la ligue juste parce qu'il fait la comptabilité, là, mettons, genre, ou parce qu'il est le chum à quelqu'un, tu sais, il y a des mécanismes un peu comme, je sais pas, à la NHL, là, tu sais, qui font en sorte que vraiment juste les meilleurs qui jouent là. Puis l'espèce de version préexistante de ça, d'une certaine façon, de la ligue professionnelle de l'impro au Québec, la LNI, je trouvais qu'elle faisait vraiment pas jouer un inventaire représentatif de combien il y avait de joueurs professionnellement à niveau là, de vraiment jouer fort là, à l'impro. Là. Il y a plus que 20 joueurs qui sont capables de jouer vraiment fort. Puis si t'as juste 4 à 5 équipes par année avec 4-5 joueurs, je lève mon chapeau à tout ce que la LNI a fait, mais j'avais l'impression qu'il faut plus de shows qui sont dans la business de présenter de l'humour improvisé professionnel, là, tout simplement. Fait que là, j'étais comme, OK, man, mon brainstorm, quand j'allais chiller avec Dedou, Dominique Lapointe, mon ancien coach, tout le monde l'appelle Dedou. Puis on est devenus des potes, là, à travers la French Improv Team, puis on prenait des bières, on fumait des spliffs, puis on jasait, puis j'étais comme... Pourquoi ça n'existe pas? Je disais tout là-dedans depuis 10 ans, etc. Puis la réponse de beaucoup de personnes, c'était ça marchera pas, du monde qui a déjà essayé, tout le kit. Puis moi, j'étais comme, on n'a rien à essayer, on n'a rien à perdre à essayer de le faire. Puis moi, ça va être mon fantasme de spectateur d'impro. Au pire, si on en fait juste 5-6 des éditions, je vais être vraiment content. T'sais. Puis là, on a comme brainstormé, OK, ça serait quoi ce show-là? Comment on fait comment on fait aussi pour faire en sorte que les joueurs soient payés en sortant de là? Parce que ça, c'est important pour moi. Je trouvais que la condition à créer un show qui est basé qui est plus compétitif, justement, puis qui ne gêne pas de mettre l'emphase sur le côté élitiste de la sélection des joueurs, il fallait qu'il y ait aussi une réalité économique, puis que les joueurs viennent juste en mode « je suis payé pour jouer, puis j'ai pas de responsabilité ». Fait que là, on est parti de la notion que dans une équipe d'impro, je trouve toujours, dans le format traditionnel, quand il y a 5-6 joueurs dans l'équipe, il y en a toujours 2-3 qui torchent plus, puis tu les vois la moitié moins de temps que tu voudrais parce qu'ils partagent le temps de glace. C'est pas normal. Mais moi, j'étais comme, je veux juste ces 2-3-là, puis même à faire dans l'autre équipe. On met les équipes à 3. Aucune règle, aucune intervention de l'arbitre, parce que moi, ça me fait chier quand mon joueur préféré se fait sortir du match parce qu'il y a eu une majeure. Je suis là pour lui. Ça me fait rire, moi, quand il est vulgaire. Là, genre, moi, je suis dans cette position-là. Je pense pas que tout le monde devrait penser comme ça, mais moi, ça me fait rire. Il y a manifestement d'autres personnes dans le sac, ça les choque pas, là, qui a dit quoi de vulgaire. C'était drôle, peu importe si c'était vulgaire ou pas. Pourquoi il se fait ressortir du match? Le but, c'est de faire rire. Il vient de faire une des choses qui fait en sorte que j'ai le plus apprécié ma soirée, puis on le sort du show pour ça. Moi, j'étais comme... En dehors de la formation pédagogique, de former des joueurs d'impro, ce qui est très important, je pense qu'à un moment donné, on est en présence de joueurs qui ont 10, 15, 20 ans de jeu derrière la cravate. Ils savent quand est-ce que c'est une bonne idée de faire quelque chose qui serait contre les règles. T'sais. Fait que là, j'étais comme... On vire les règles, on vire les catégories, on laisse les joueurs faire tout ce qu'ils veulent, puis on les paye. Puis on fait un marketing autour de la notion de donner du cash aux joueurs, etc. Puis c'est vraiment ça, là. Puis on s'est dit, on part ça, let's go. C'est comme une idée, ça tu dis, c'est le street... Street impro. Street impro. Street impro. Puis il y a eu un intérêt de la part des joueurs assez rapidement, je pense, surtout à cause de l'espace de jeu, le fun que c'est, tu sais. C'est comme... Il n'y a pas de règles, tu fais ce que tu veux, puis t'es payé pour jouer, puis t'as pas tu le sais plusieurs mois à l'avance, t'es pas interpellé à comme chaque semaine devoir t'impliquer dans un projet, ce qui peut être demandant pour le monde, tu sais, si t'es occupé au niveau de la job, de la famille, etc. Fait que c'était un nouveau modèle, basically. T'sais, on reprenait juste tous les blocs préexistants qu'il y avait déjà dans le monde de l'impro, puis on les a juste réorganisés d'une façon. Puis ça a intéressé et le public et les joueurs. Parce que ça pogne en tabarnak. Là, ça commence à marcher. Comme à chaque année, on voit une évolution depuis. Là. On l'a parti en 2012. C'était mensuel à Québec 1 an, avant que ça devienne mensuel aussi à Montréal. Fait qu'on est comme en parallèle aussi. Ça existe. C'est réellement provincial dans la mesure où, genre, c'est pas un show montréalais puis c'est pas un show de Québec. Non, ça se promène. Puis il y a des équipes de Montréal qui vont à Québec et vice-versa. Puis... C'est ça, fait que c'est comme une ligue provinciale réellement. Puis c'est ça, les joueurs... C'est pas sur le format de la ligue de hockey où tu fais plein de shows dans l'année, puis c'est vraiment... C'est comme des matchs de boxe plus, tu sais. C'est un événement. C'est un événement, ok? C'est ça le match-up. Il y a des gens qui reviennent jamais avec la même équipe, tu sais. C'est vraiment... C'est ça, match de boxe, parce que vous avez une ceinture. Ouais, c'est ça. Tu sais, ce que le hockey est au match d'impro traditionnel, nous, c'est la boxe. Fait qu'on joue avec... C'est ça, les champions, ils ont une vraie ceinture de boxe, tu sais, qu'on a fait faire par une compagnie américaine qui fait des ceintures de boxe. C'est plaqué or, est écrit le Punch Club. Or véritable et cuir authentique. Ah ouais, puis là, il se passe la ceinture. Il se passe la ceinture. Comme la lutte, ça
ressemble à la WWF. Puis, Ok. on est open about l'idée que c'est un délire aussi. Là, Ouais, les joueurs se font des Prenez pas call-outs. tant au tu sais. sérieux non plus. Prenez pas tant ça, mais tout le monde a envie là, de voir des joueurs d'impro. Puis moi, c'est ça aussi. Tu sais, moi, je viens d'un milieu hip-hop. Puis là, j'arrive dans la culture de l'impro. Puis je suis comme, OK, c'est vraiment hypocrite tout le monde. Genre, tout le monde se flatte dans le sens du poil, man. Tout le monde se dit, hey, je t'aime donc bien. Il se fait des gros colleux. Mais là, t'es backstage, man. T'entends du monde en train de dire, ah, c'est qui est pourri, lui, etc. Ouais. Genre, on les va les torcher, etc. Puis t'arrives dans le match, hein, tu sais, no disrespect, là, je comprends, c'est une culture scolaire, etc. Mais j'étais comme, yo, faudrait que quelqu'un, à un moment donné, soit on rit un peu de ça, ou soit on l'expose dans un des shows d'impro qu'il y a out there, qu'il y en a crissement, là, du monde qui joue à l'impro en mode, je vais tout péter, puis fuck you all, là, tu sais, c'est bon shit, là, tu sais, puis c'est moins choquant quand c'est mis de l'avant, justement, là, genre, quand tu l'assumes, là, comme dans le sport, il y a du monde qui joue pour le fun, puis il y a du monde qui joue pour gagner, puis c'est OK. Puis il y a un modèle économique qui émerge du fait de traiter l'impro comme un réel jeu de compétition. T'sais. Fait que, puis le seul terrain glissant qui existe, puis moi-même je le dis, c'est que je considère pas que le Punch Club devrait être le format d'impro qui est fait à tous les niveaux scolaires, puis que les jeunes devraient commencer par ça. Je trouve ça super pertinent qu'ils commencent par le match d'impro, puis la formule classique, qui s'intéresse à ça, qui s'intéresse à tous les shows qui existent déjà. Puis qui montent les échelons. Qui montent les échelons, puis qui comprennent que quand l'absence de règles a pour but, non de bafouer les règles, mais simplement de dire, ben, elles ont plus leur guide pédagogique pour ces personnes-là qui ont assez d'expérience. Fait qu'elles font ce qu'elles veulent, puis c'est ça que le public veut voir. C'est ça le postulat, si on veut, du Punch Club. Y en a-tu qui gagnent leur vie en faisant de l'impro? Quelques-uns, oui. Il y a quelques personnes au Québec. Ah ouais, tu peux arriver à gagner ta vie juste avec l'impro. Ben oui, dans la mesure où tout ce qu'ils font est relié à l'impro. C'est des matchs d'impro, ça va être des ateliers de l'enseignement, ça va être des tournées, ça va être comme Robert Sierra. Roberto Sierra. Frédéric Barbouchi aussi fait beaucoup de trucs. Il fait beaucoup d'affaires d'impro. Mais tu sais, c'est ça, je trouve que pour le niveau d'expertise qu'on a, en mon humble avis, on est les meilleurs en impro au monde. Là, l'impro, comme dans le format compétitif de jeu, match d'impro, etc., ça vient d'ici. Ouais. Puis vous promenez... On est allé faire une tournée en Europe, on retourne, ça a super bien fonctionné, les gens ont vraiment aimé ça, puis l'impro, c'est gros en Europe. Là, fait que, nous, on est certain qu'on peut continuer à déployer et développer ça là-bas. Penses-tu que tu pourrais aller genre comme en Afrique? Ben, certainement. Parce que je pense que ça parle français. Là, je pense qu'en plus, l'impro a cette particularité que c'est tellement importable. Genre, n'importe qui comprend la zone. Là, c'est OK, il y a deux équipes qui sont comme en train de faire un concours de jokes sur des situations que tout le monde peut relate. Là, genre, let's go, c'est malade. Fait puis moi, je trouve que au Québec, il y a la notion que l'impro, puis c'est dans la culture populaire, là. Puis tu peux pas en vouloir au monde parce que les gens sont pas faits, selon moi, assez mettre d'en face que c'est pas ça. Par le monde de l'impro, là. C'est que l'impro de haut niveau, là, des carrières professionnelles au Québec, c'est drôle en tabarnak, là. C'est pas genre drôle, c'est drôle, tu sors de là, t'as probablement jamais autant ri de ta vie, là. Puis moi, je prêche pour ma paroisse en disant ça parce que j'anime un show d'impro, for sure. Mais yo, va-t'en avec un décibelomètre, là, dans des différentes soirées vouées à faire rire les gens. Puis je te dis, man, l'impro, ça marche en esti pour faire rire du monde beaucoup, là, tu sais. Tu pars de ça comme donnée de base, là, puis tu te dis, c'est quand même bizarre que il y a autant d'argent et d'opportunités business qui existent par rapport à, mettons, à quelque chose comme le stand-up, puis tant mieux, parce que c'est génial comme médium. Mais comment ça, quelque chose comme l'impro qui réussit à faire rire le monde tellement aussi, comment ça, c'est considéré comme une espèce d'activité bénévole que tu fais sur le side avec tes chums, là, tu sais, what the fuck? Quand il y a du monde qui font ça avec un teneur professionnel là, depuis 20 ans, au moins. Mais je sais qu'en France, c'est beaucoup plus respecté, l'impro, tu sais, ça pogne bien plus, là, aussi. Exact. Ça fait que ça, pour moi, il n'y a jamais eu de raison à ça. C'est juste un manque d'intérêt, tu penses? Non, c'est selon moi un échec de stratégie de communication de la communauté d'impro avec le reste de la société. C'est-à-dire que genre on est encore en présence si tu fais un sondage, là, les gens pensent que l'impro, c'est toujours par défaut amateur, que ça ressemble un peu toujours à du monde semi-bon en jogging qui font des jokes, il y en a une sur trois qui est nulle, tu sais, genre, puis fait que là, ils partent de tout ça, puis là, tu leur dis non, tu sais, le défi, c'est pas ramener le monde, garder le monde, puis dans le show d'impro, une fois qu'ils sont là, c'est vraiment leur dire, hey, non, tu sais,
C'est bon. T'as-tu envie, il est vendredi soir, là, samedi soir, t'as-tu envie que c'est ça qu'on fait à soir, aller voir de l'impro, ça va être malade, t'auras jamais ri comme ça de ta vie, là, tu sais. Puis si t'es pas game de le présenter comme ça, après ça, comment tu vas faire compétition avec les autres shows? Que c'est ça qu'ils disent. Hey, le show de musique, le festival d'humour, d'ici, ça va être malade, venez-vous-en, ça va être fou, là, tu sais. Fait qu'il faut que l'impro se donne les couilles de se comporter comme ça, de trouver qu'il vaut la peine d'être vendu comme produit. Fait que si moi, mettons, avec le Punch Club, je le vois un peu comme ça. À partir du moment où tu présentes ça aux gens, tu dis, yo, c'est du divertissement professionnel, ça vaut 20$ à la porte, et tu gagnes de payer pour ça. Puis si t'es venu puis t'as ri à ce point-là, ben genre, peut-être que tu vas avoir envie de continuer à venir. Puis la meilleure pute, c'est la bouche à... C'est un levier de négociation. Les gens sont prêts à payer 70$ pour voir certaines personnes faire du stand-up. C'est une personne avec un micro sur scène. Là, au niveau des dépenses occasionnées dans la logistique du spectacle, il n'y a rien qui justifie préalablement que ça coûte 80$ plus taxe le billet. C'est vraiment... C'est parce que c'est présenté comme ça. Ça vaut ça. Mais tu sais, si l'impro est toujours en mode, ben ça coûte 3$ l'entrée, puis genre... ben, man, c'est sûr que... Mais c'est parce que, tu sais, comme moi, je trouve que je suis quand même bien placé pour parler. Parce que moi, vu que je viens de Gatineau, j'ai pas été à école. Fait que, tu sais, moi, l'impro, je connais pas ça. Mais, tu sais, la seule affaire, tu sais, que ça me parlait, tu sais, quand on me parlait d'impro, je trouvais que ça sonnait quétaine. Tu sais, genre, justement ça, tu sais, les 3$, puis le monde a une joke qui est bonne une fois sur deux. Fait que, tu sais, c'est sûr, ça encourage pas. Mais je pense, par exemple, une affaire que vous faites bien avec le Punch Club, c'est mettre des vidéos, tu sais, des impros qui ressort, puis c'est drôle en tabarnak. Tu sais, parce que moi, j'en ai vu une avec... Christine Morancy. Ben oui, là. Tu sais sûrement laquelle que je parle. Oui, tu as fait celle avec Julien, je pense. Ouais. Oh non, c'est l'autre. Parce qu'elle avait enculé l'autre. Ouais, c'est ça. Puis parce que lui, il pense mettre de la drogue dans son verre. Merde, c'est drôle. Puis je fais que... Chris, c'est pas quétaine, ça, là. Pourquoi j'embarque pas là-dedans, tu sais? Puis c'est complètement imprévisible ce qui va se passer au Punch Club, parce que justement, c'est une absence de règles, puis c'est le public qui décide si ce que tu as fait est payant ou non, est-ce qu'il vote pour toi ou il vote pas pour toi à la fin de l'impro. Puis c'est ça, tu sais, fait on revient à se dire, ben, c'est plate, mais on est dans cette société-là, là, tu sais, l'emballage détermine quand même beaucoup l'intérêt des gens, tu sais. Fait que moi, quand je me suis dit, OK, j'ai envie de partir à un show d'impro, je sais que les joueurs que j'allais avoir envie d'inviter, c'est les mêmes joueurs qui jouent déjà dans les autres shows. Je me dis, c'est pas ça qui est différent. Ce qui va être différent, c'est comment on présente ça aux gens, puis comment on assume qu'est-ce qu'on est en train de faire. T'sais. Moi, j'ai envie de participer à créer un modèle économique de l'impro au Québec. On commence humblement à faire des moves, faire des pas dans cette direction-là. Puis je pense qu'il faut plus de shows, plus d'initiatives qui se donnent ce mandat-là. Il en faut plusieurs. Comme toi que tu es un musicien, puis tu gagnes humblement ta vie avec la musique, ben généralement, ce que tu fais, c'est que tu combines plusieurs opportunités, plusieurs gigs, plusieurs festivals, etc. Puis tu réussis en combinant tout ça à être un musicien qui gagne ta vie avec la musique, tu sais. T'es pas obligé d'être une superstar, mais genre, c'est dommage que les joueurs d'impro puissent pas faire ça, tu sais. Puis toi, t'animes justement ce show-là à chaque fois. Ouais. Puis ça a l'air que t'as un call au début. C'est quoi, ça ressemble à quoi ton call? Ben, j'ai tout un discours, mais grosso modo, c'est quand Robert dit Punch Club, tu dis Punch Club. Puis là, je fais dire Punch Club. Les gens sont très bandés bien. C'est ça, exact. Ben, le but étant de les monter à ce... Faire fondre le beurre, puis là, à ce moment-là... On a quand même au moins une spectatrice. On aurait peut-être pu. Elle, une fidèle fan du Punch Club. Yeah. Ben, man, je pense que ça va être pas mal ça, man. Fait que, t'as-tu eu du fun? Hey, man, j'ai eu du gros fun. Ça a passé vraiment. Vraiment, hein? On a fait 1h44 minutes. Oh, man, OK. J'aurais pas pensé. Gros thank you, mon chum, man. Vraiment je t'invite on the air en personne à venir voir le Punch Club. Tu vas rire en titi, man. Ah, c'est sûr. Je risque d'être peut-être trop sous, là. Non, mais c'est parfait. Au Punch Club, il y a tout le temps du monde en train de se mettre sur scène. Je serai pas toute seule, hein. Il y a tout le temps du monde. Tu sais, il y a le Cypher sur scène au Punch Club. T'as vu oui, c'est ça. Il y a du monde à l'arrière en train de boire des bières, là, puis ça ils jouent même pas vraiment. Non, mais ils sont juste là pour chiller. Tu sais, comme dans un rap battle. Dans un battle de breakdance. C'est juste l'aspect 360 degrés du public, puis que c'est une notion un peu de public un peu plus initié, là, du monde qui connaissent soit les joueurs ou des amis de l'organisation, ou mettons, toi, tu te pointes, tu viens de chiller là, ben raide. Ben, c'est ça. C'est comme. Puis là, il y a aussi cette espèce de
de comme cette partie-là du crowd ne réagit pas toujours de la même façon que le crowd qui est assis. Fait que là, il y a Ouais, comme, parce qu'ils comprennent plus c'est ça. la Puis là, game. il y a, mettons, une joke un peu facile, peut-être, pour du monde qui font de l'impro. Tout le monde va, tu sais, genre, au lieu de juste la rire. Puis là, les joueurs jouent en sachant qu'il y a ce double crowd-là, ce qui est quand même le fun aussi. Fait que tu viendras te mettre chaud là-dedans. Puis, Chris, avec plaisir. C'est quand le prochain show? Le prochain, écoute, man. Le prochain, je te sors ça comme un vieux tata. Je le connais pas par cœur, man. La date, trop d'affaires à retenir par cœur. Mais c'est en septembre. Ça se passe le vendredi 7 septembre à la Sala Rosa. Ah, très cool, ça, man. Ouais. Moi, j'étais en show, par exemple. Je fais mon propre show. Mais, par exemple, j'incite tout le monde à aller checker le show après être venu voir le mien. Aller à son show. Le lendemain, t'as-tu un show aussi? Ouais. T'as un show le lendemain, ok. Ah, ok, t'es pas à Montréal. Ok, je te dis. Le lendemain, on est à Montréal aussi, dans le Mylex. On joue dans le Mylex. Fait que. Allez voir son show, puis le lendemain, allez voir le 7, c'est à Québec, ça? Non, le 7, c'est à Montréal aussi. C'est comme 2 soirs à Montréal de suite. Ok. Notre show à Montréal, c'est nous qui l'autoproduit, mais genre, il y a des fois d'autres événements à Montréal qui nous approchent pour faire. C'est à quel endroit? Celui-là, c'est le Mylex End Festival. OK. Oui, c'est dans le cadre d'un festival. Oui, exact. Ça, c'est le samedi 8. OK. Ouais, samedi 8 septembre. Ah, très cool, ça, man. Puis, si on veut te voir avec à la Claire ensemble, vous êtes en show. Suivez les dates sur l'événement, l'onglet événements là, sur la page Facebook de la Claire. On a plein de shows qui s'en viennent un peu partout. OK, fait que la page Facebook, on sort le nouvel album le 29 septembre. Fait qu'il va y avoir des gros lancements en novembre à Québec et à Montréal aussi. Fait que pour les billets, c'est ça. Pour les lancements, il faut s'y prendre un peu d'avance parce qu'il risque d'avoir du monde. Mais sinon, en dehors, dans les petits shows de tournée, c'est ça. Allez voir ça. Allez voir ce qui s'en vient sur la page Facebook de la Claire. Même chose sur le Punch Club. lepunchclub.com. Hey, merci beaucoup. Merci à toi, man. Gros plaisir. Ridjanovic. C'est ça? L'es-tu? Oui, tu l'as eu, man. Yeah! Respect. Hey, ciao tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis passez une excellente semaine. Yeah, man. Ciao.